conférence sur les impacts des médias sociaux sur la vie des jeunes. La présidente du comité de parents ne pouvait être présente ce soir, donc elle m'a demandé de vous accueillir, de vous souhaiter évidemment la bienvenue, de vous souhaiter une belle soirée. La conférence qui va être donnée ce soir est filmée et va être disponible sur le site du comité de parents. Comme toutes les conférences qu'on a depuis 2 ans ici. Donc, si vous en avez manqué une, vous pouvez aller la visionner sur le site là, du comité de parents qui est disponible sur le site de la commission scolaire des affluents. Un petit mot peut-être pour commencer sur les comités de persévérance scolaire, juste pour vous dire, parce que c'est méconnu dans la population, ces comités-là réunissent des partenaires du monde politique, du monde scolaire, du monde de la santé, des services sociaux, des organismes communautaires, dans l'objectif de mettre en place des actions pour aider nos jeunes à réussir. Entre autres, il y a un projet qui a été réalisé il y a 2 ans qui s'appelle j'explore.org, qui veut offrir aux jeunes de la commission scolaire des lieux de stage, des stages d'1 jour, pour valider leurs aspirations professionnelles. On offre aussi un gala de persévérance scolaire qui a lieu dans les 2 MRC en février de chaque année, pendant les journées de la persévérance scolaire. Et aussi, en collaboration avec le comité de parents, on collabore à la réalisation de ces conférences dont vous êtes des auditeurs aujourd'hui. Alors, il me fait plaisir, sans tarder, de vous présenter nos conférenciers ce soir. Nous en avons 5 qui vont faire chacun leur tour une petite présentation sur un aspect des impacts là, des médias sociaux sur la vie de nos jeunes. Alors, je vous présente M. Jonathan Masse, qui est conseiller en prévention au Centre intégré de la santé et des services sociaux, qui est accompagné de Mme Natacha Kondo, aussi du Centre intégré de la santé et des services sociaux, qui est conseillère en prévention. Je vous présente Geneviève Roussetti, qui est conseillère pédagogique à la commission scolaire, Amélie Brunet, qui est intervenante psychosociale à l'Avenue Justice Alternative, et Dominique Lapointe, qui est policière jeunesse. Policière socio-communautaire. Merci, policière socio-communautaire. Alors, je vous souhaite une très, très belle soirée. Il y aura une période de questions à la fin. Donc, vous assistez à la conférence et à la fin, nos 5 conférenciers reviendront sur scène pour entendre vos questions et y répondre. Je vous souhaite une très belle soirée. Oui, c'est ça, là. Vous partez toutes. Ah, allô? Hey, vous m'entendez? Donc, ça va bien tout le monde? Donc, je vais pas me laisser intimider par vous que j'ai de la difficulté là à voir là, mais donc bienvenue là ce soir. Merci Sylvaine pour cette belle introduction. Donc, évidemment là, l'impact des réseaux sociaux chez les jeunes. Certainement que vous avez plein de questions par rapport à ça. Le comité m'a donc délégué pour vous expliquer brièvement les principales applications que nos jeunes utilisent. Donc, je vous avertis, c'est pas un cours 101 de comment chacune de ces applications-là fonctionne. Donc, ça se peut que vous vous sentez un petit peu, peut-être que ça va aller vite, peut-être qu'il va y avoir beaucoup d'informations, vous allez peut-être avoir de la difficulté à suivre. C'est normal. OK, c'est normal. Moi-même, j'ai eu de la difficulté là, à sélectionner les informations que je voulais absolument vous donner et laisser ceux de côté qui me semblaient peut-être un petit peu moins pertinentes. Parce que le grand défi là-dedans, c'est que je dois le faire en 10 minutes. Donc, c'est ça. Donc, comment ça marche? Mon diapo, je vais vous montrer plusieurs, en fait, une image à la suite de l'autre. Ça va être, en fait, le logo de l'application. Vous me dites là si vous la connaissez. C'est bon? Donc, on commence avec une facile. Facebook, exactement. Donc, on commence là à bien la connaître, celle-là. Facebook, en fait, Facebook, ça permet d'échanger des statuts, donc photos, vidéos ou liens Internet à nos amis ou avec le monde entier.
Ça nous permet aussi de lancer des directs pour communiquer avec nos amis. Des directs, en fait, c'est des lives. Donc, on se filme pendant le live, pendant le direct. Les autres vont pouvoir nous voir. La vidéo ne sera plus accessible à moins qu'on l'ait enregistrée, à part au moment vraiment direct où la vidéo va être donnée. Ça permet aussi de commenter publiquement les publications. Donc, n'importe qui peut venir commenter la publication de votre enfant ou de vous-même. Il y a l'aspect aussi confidentiel ou public. Donc, il y a une possibilité de mettre notre profil confidentiel, donc accessible seulement à nos amis, ou vraiment que le public, le monde entier puisse accéder à tout ce qui se trouve sur notre profil. Un petit rappel, Facebook, c'est destiné aux jeunes de 13 ans et plus. Saviez-vous que vous nous accordez une licence non exclusive, transférable, sous-licenciable, sans redevance et mondiale pour l'utilisation des contenus de propriété intellectuelle que vous publiez sur Facebook ou en relation avec Facebook? Qu'est-ce que ça veut dire, cette affaire-là? Ça a été pris là, vraiment sur le site là, de Facebook. En d'autres mots, là, on lègue littéralement tous nos droits à Facebook. Donc, sur tout ce qu'on publie. Évidemment, là, on parle plus des photos ici, là. Donc, Facebook a 1,8 milliard d'abonnés en ce moment. Bien, en ce moment, même les chiffres ont dû augmenter depuis. C'est à ça que ça ressemble une page Facebook. Cette application-là, Messenger, exactement. Messenger, qui va à la suite de Facebook, hein, c'est associé avec Facebook. C'est donc associé à Facebook, mais Facebook n'est pas un prérequis pour avoir Messenger. Donc, même si Facebook, c'est aux 13 ans et plus, Messenger, un enfant de 10 ans pourrait très bien avoir cette application-là sans avoir de profil Facebook. Ça permet d'envoyer des messages privés. Dans ces messages privés-là, on peut inclure des photos et des vidéos. Et on peut rejoindre un salon public. Ça, c'est très, très, très nouveau. Un salon public, ça a un thème. Par exemple, le thème maquillage. Et moi, je vais vouloir m'ajouter au thème maquillage. Et là-dessus, sur ce salon public-là, vraiment, tout le monde va pouvoir se joindre à ce salon-là. Donc, moi, je vais pouvoir parler avec n'importe qui. Donc, pas seulement mes amis, vraiment n'importe qui va avoir joint ce salon-là. Donc, Messenger, voilà. C'est à ça que ça ressemble. Puis même, c'est même pas à jour. Désolée. J'ai pas été capable de trouver une photo à jour. Cette application-là, YouTube, exactement. Donc, une autre plateforme très populaire. Ça permet YouTube de découvrir des contenus de partout dans le monde. Les contenus en soi, ça va être des clips musicaux, des jeux vidéo, du divertissement, des actualités, vraiment, vraiment n'importe quoi. Il est possible de se créer un compte sur YouTube et d'avoir des abonnés. Donc, n'importe qui peut se créer un compte. C'est 13 ans et plus, mais évidemment, c'est facile de mentir sur notre âge. On exprime nos commentaires publiquement sur chaque vidéo. Donc, c'est accessible, visible à tous. Il y a possibilité de rendre le tout quand même confidentiel. Il faut le savoir. Mais bref, là, YouTube, c'est la télévision sur demande. Carrément. Donc, il n'y a aucune limite. On peut vraiment écouter n'importe quoi. Je laisse aller votre imagination. YouTube, c'est 1 milliard d'abonnés sur YouTube. Donc, c'est une application assez populaire. Hey, vous êtes bon! Une application très populaire, Snapchat. On entend souvent Snap ou Snappé. Snapchat. Snapchat, on n'a pas de profil Snapchat, contrairement à Facebook. On peut avoir un nom d'utilisateur. Par ce nom-là, ça nous permet d'envoyer et de recevoir des photos et des vidéos qui vont disparaître après un maximum de 10 secondes. Donc, c'est éphémère. Il existe le Story Snapchat qui permet d'étendre notre contenu vraiment à l'ensemble de nos amis pendant 24 heures. Il y a aussi les captures d'écran et les replays, donc les screenshots, en d'autres mots. Donc, quand on dit que les photos sont éphémères, en fait, l'autre personne à qui on l'envoie a toujours la possibilité de capturer cette photo-là de manière permanente. Et s'il ne réussit pas à le faire la première fois qu'il la regarde parce que c'est allé trop vite, il la fait rejouer, puis là, il a le temps de le faire. Okay? Donc, Snapchat, ça permet aussi d'envoyer des messages privés
qui vont disparaître avec la possibilité de les enregistrer. Donc, on n'a pas de profil. On a vraiment juste une liste de contacts à qui on peut envoyer des photos. Et ça, c'est 150 millions d'abonnés. Donc, c'est beaucoup. Instagram. Beaucoup de jeunes vont commencer à délaisser Facebook pour Instagram. Ça fait beaucoup de choses, Instagram. Ça nous permet d'avoir un compte Instagram sur lequel on va pouvoir publier des photos et des vidéos vraiment permanentes. Ça nous permet de découvrir vraiment des images du monde entier. Il y a vraiment des super belles photos sur Instagram. Ça nous permet aussi de partager un contenu dans notre story à tous nos amis qui vont disparaître pendant 24 heures. Donc, le même principe que Snapchat. Ça permet aussi d'envoyer des photos et des vidéos éphémères. Même principe que Snapchat, encore une fois. Ça permet d'envoyer des messages privés. Ça permet d'envoyer des directs pour communiquer avec nos amis. Même principe que Facebook. Pendant qu'on se filme, les personnes vont pouvoir nous voir seulement à ce moment-là, faire la vidéo. Ensuite, on n'aura plus jamais accès à ça, à moins qu'on l'enregistre. Il y a toujours l'option confidentielle ou publique, donc que notre profil Instagram soit ouvert au monde entier ou confidentiel, donc on doit nous demander la permission pour s'abonner à nous. Et donc, il y a énormément là, de ressemblances avec les autres applications. C'est peut-être ça qui explique aussi pourquoi il y a beaucoup de jeunes qui commencent tranquillement à délaisser Facebook pour celle-là. C'est 500 millions d'abonnés, Instagram. Donc, un profil, ça peut ressembler à ça ici. On continue. Musical.ly, exactement. Musical.ly, la grande majorité des adolescents, jeunes adolescents, même primaires, vont connaître là, cette application-là. Ça fait fureur. Okay? Le principe de Musical.ly, on fait du lip-sync sur une chanson en dansant. C'est super le fun. Donc, on enregistre une vidéo de 15 secondes sur la chanson de son choix. Ça permet d'envoyer des messages privés à nos abonnés. L'option My City, qui est très intéressante, ça permet de voir les vidéos qui sont localisées près de nous. Ah, regardons, il y a Chloé, 10 ans, à l'autre bout de la rue, qui est en train de faire une vidéo. On peut aussi commenter publiquement ces vidéos-là. Il y a aussi toujours l'option confidentielle ou publique. Donc, c'est un petit peu à ça, là. Évidemment, c'est une image, là, mais normalement, c'est une vidéo qui sera en train de jouer 160 millions de personnes abonnées à Musical.ly. Et non, ce n'est pas une erreur, c'est vraiment le logo de l'application. Je l'ai entendu dans la salle. Ouais, ils ont été très originaux sur leur nom. Yellow. Yellow, c'est quoi? C'est un site de rencontre pour adolescents. Donc, ça permet les nouvelles cyber-rencontres. On se crée un profil réel ou fictif. Pour le bien de la cause, j'ai tenté le coup et j'ai réussi à me créer un compte Yellow. Bien que j'ai l'air jeune, je n'ai pas moins de 18 ans. Ça permet donc d'envoyer des messages ou des photos en privé là, avec les gens qu'on rencontre là-dessus. Et c'est réservé là, donc aux 13 à 17 ans, mais évidemment, là, il y a énormément de faux comptes là-dessus. Yellow, c'est très populaire en France, en Europe, donc je ne veux pas trop vous inquiéter. Il y a seulement 10 millions d'abonnés, qui est quand même beaucoup moins que toutes les autres. C'est quand même important de l'avoir en tête que ça existe, mais c'est pas très populaire ici. C'est vraiment ça à quoi ça ressemble. Pour ceux qui connaissent Tinder, ça ressemble pas mal à ça. Et ma dernière application, le nom le dit, hein, il n'y a pas trop de surprises, c'est ask.fm, ask. Donc, le nom le dit, c'est vraiment, on se crée un compte et sur ce compte-là, des gens peuvent nous poser des questions, de manière anonyme ou pas, et nous, on répond à ces questions-là. On peut aussi, à l'inverse, poser des questions à nos amis ou à n'importe qui, en fait, de manière anonyme ou pas. Et en fait, ça attire beaucoup notre attention, là, cette application-là et Yellow. C'est sûr que ça demande une plus grande supervision. C'est sûr que cette application-là, vraiment, c'est la libre expression. On peut vraiment poser n'importe quoi, il n'y a aucune censure
Donc, encore là, je laisse aller vos imaginations sur ce que les jeunes peuvent se poser comme question entre eux. Donc, ces deux applications-là, ça représente une préoccupation. On peut aussi commenter les réponses. C'est à ça un petit peu que ça ressemble. Ça, c'est un profil avec différentes questions qui sont affichées. Et bref, toutes les applications sont interreliées entre elles. Si on a des questions sur YOLO, on peut avoir des réponses via leur Snapchat. Si on veut avoir plus de vues sur une photo ou une vidéo, on va aller la partager sur Musical.ly, Instagram, Facebook. Si vous voulez savoir comment fonctionne une application, vous allez aller voir un tutoriel sur YouTube. Si on est intéressant pour quelqu'un, la personne peut s'abonner à nous sur plusieurs plateformes différentes. Donc, ils sont vraiment tous reliés entre elles et aussi tout est très évolutif. Donc, déjà là, mon PowerPoint est peut-être même plus à jour. En fait, il l'est même plus. Et demain, il va peut-être avoir une nouvelle application là qui va faire fureur auprès des jeunes à laquelle j'aurais pas du tout parlé. Aussi, je n'ai pas parlé des consoles de jeux ou des jeux vidéo. Sachez qu'il y a Internet là-dessus, donc il y a échange. L'important à retenir dans ma présentation, c'est vraiment que dès qu'il y a de l'échange, il y a un risque. Donc, on peut échanger des messages, des photos. Quelle photo t'envoies? À qui t'envoies ça? Donc, aussitôt que c'est vraiment dans les deux sens, il y a un échange de quelque chose, ça demande là, une supervision. Je vous laisse aussi sur la preuve que tout est relié. Mes références, c'est pas mal les applications en soi. J'attire votre attention sur ma vie en 3W. Et vous avez un paquet de ressources ici aussi qui vont certainement vous être très utiles et qui vont être accessibles sur le site de la commission scolaire. Donc, si vous avez des questions, parce que c'est beaucoup de stock, j'en conviens, je vais rester là à la fin pour répondre à vos questions. Parfait, donc j'ai terminé ma présentation. Bonjour tout le monde. Moi, c'est Jonathan. Je suis kinésiologue de formation. Donc, comme on a dit tantôt, je travaillais pour le CIS. Sous l'angle qu'on va voir les réseaux sociaux, mais pour regarder les réseaux sociaux, il faut un écran. Donc, on va regarder qu'est-ce que le temps à l'écran va faire sur la santé physique et la santé mentale. Par temps à l'écran, on va inclure tout ce qui est télévision, ordinateur, tablette, cellulaire, jeux vidéo. Tout va être inclus dans les données qu'on va vous présenter. Puis, on va terminer là, avec des recommandations par rapport à ça. Donc, on va faire un petit peu le portrait chez les jeunes de 5 à 17 ans. Ça peut ressembler à quoi? Ça, c'est les données des Canadiens des 5 à 17 ans qui consacrent 8h30 par jour d'activité sédentaire durant toute la journée. Puis, il y en aurait jusqu'à 7 heures qui sont associées au temps à l'écran. Donc, ça veut dire que presque 85% du temps, ça va être sur un écran. Donc, ça, ces données-là tiennent en compte de toute la journée, que ce soit école, par exemple aussi. Il y a des connaissances en constante croissance qui commencent à faire un lien entre les effets délétères des comportements sédentaires indépendamment du niveau d'activité physique. Puis bon, ce que ça veut dire, c'est que même si je fais mon 60 minutes d'activité modérée, intensive, si je reste plusieurs heures immobile, ça va quand même être un facteur de risque qui va être négatif sur ma santé. Là, on peut se demander, bon, si j'écoute un film puis que je pédale, est-ce que ça a le même effet? Non, ça n'aurait pas le même effet. Donc, c'est vraiment en lien avec l'inactivité physique. Donc, je rêve un peu du jour où chaque enfant aurait un pupitre vélo. L'évolution du temps à l'écran, un petit peu plus vieux. Ça, c'est les données du Québec chez les 12 à 24 ans. Depuis les 5 dernières années, le nombre d'heures consacrées au temps à l'écran n'a pas cessé d'augmenter. C'est un petit peu préoccupant aussi à savoir qu'il y en a
C'était de 9 %, c'est rendu à 19 %, donc près du double. 1 sur 5 qui passe 5 heures par jour. Ça, c'est leur temps de loisir sur un écran. On voit aussi qu'il y a un changement au niveau des habitudes. Auparavant, ils écoutaient un petit peu plus la télévision, mais là, ils s'en vont vers des nouvelles sources d'écran, donc les tablettes, les cellulaires, les jeux vidéo. Je vais faire aussi le portrait du sommeil, parce que comme je vais y revenir plus tard, les impacts de l'écran vont avoir des impacts sur d'autres habitudes de vie. Donc, on va regarder c'est quoi un petit peu le portrait du sommeil chez les jeunes. Il y en a 8 sur 10 chez les plus jeunes qui vont atteindre les recommandations du 9 à 11 heures de sommeil. Puis on voit quand on augmente avec l'âge, il y en a moins qui vont l'atteindre. Donc 7 sur 10 qui vont atteindre leurs 8 à 10 heures là, chez les 14-17 ans. On peut voir qu'il y en a aussi qui, 1 sur 3, 1 sur 4, qui vont rapporter un petit peu occasionnellement avoir de la difficulté à s'endormir, puis à rester endormi. Donc en plus, ils ont plus de difficultés à s'endormir, le sommeil est moins récupérateur. Donc ces données-là, c'est pour dire que justement, il y en a 1 sur 4, 1 sur 3 qui manquent de sommeil. On va voir un petit peu plus loin là, les impacts, qu'est-ce que ça va faire de manquer de sommeil sur la santé, puis que ça peut affecter aussi là, par la bande la réussite scolaire. L'obésité. Donc ça, je pense on en entend parler assez régulièrement. Il y en aurait 1 sur 5 qui serait un petit peu au-dessus de son poids santé. Ça, c'est les données auto-déclarées au niveau du Québec. Puis quand on regarde au niveau du Canada dans les 30 dernières années, ben ça l'a doublé. Le surpoids est passé de 12 % à 25 %, donc 1 ado sur 4. Puis ça, c'est les données qui sont mesurées, donc qui sont plus fiables qu'une donnée rapportée. Je vais expliquer un petit peu le lien qu'on voit avec le temps à l'écran, le sommeil et l'obésité. Il y a des études qui ont mis un peu en lumière que la lumière d'elle, qu'on appelle aussi là, la lumière bleue, qui vient perturber le sommeil. Elle va modifier le rythme circadien, donc elle va supprimer un petit peu la mélatonine, qui est une hormone là, qui est associée justement au sommeil. Puis inversement, des ados, des jeunes qui ont des meilleures habitudes de sommeil vont être associés avec un temps à l'écran qui est plus diminué. Le sommeil, le manque de sommeil, ça va favoriser le gain de poids. Il y a 2 hormones qui ont été identifiées en lien avec une qui gère notre appétit, donc on a plus faim, puis une qui gère la satiété. Donc ça veut dire qu'on est moins en contact avec le signal de notre corps qui nous dit qu'on n'a plus faim. Donc c'est sûr qu'on va faire des choix avec des aliments qui contiennent un peu plus d'énergie, puis plus qu'on en aurait de besoin. Inversement, des problèmes d'obésité, comme par exemple l'apnée du sommeil, vont nuire à la qualité du sommeil. Donc, l'obésité vers le temps à l'écran, ça réduit la capacité à être actif, puis ça favorise les activités sédentaires. Parce que malheureusement, des fois, ils ont un petit peu moins d'estime, ils se sentent moins à l'aise de faire des activités physiques avec leur père. Donc, ils se tournent vers des activités un petit peu plus sédentaires, dont le temps à l'écran. Puis, ça va dans l'autre sens aussi. À savoir que quand on est plus sédentaire, c'est sûr que ça favorise un petit peu le gain de poids. On est moins actif, on dépense moins d'énergie. Mais il y a aussi un effet un petit peu des publicités. On voit qu'il y avait plusieurs applications, mais toutes les publicités qu'ils voient sur les jeunes, et la Fondation des maladies du cœur qui a fait une étude qui ont regardé à quoi les jeunes étaient confrontés sur leur site qu'ils consultaient, puis au niveau de l'alimentation, c'était à 90 % là, des boissons énergisantes, des croustilles, plein d'aliments qui ont des valeurs nutritives moindres. Fait que c'est sûr que des fois, ça peut les inciter là, vers ces produits-là. Donc, comment que ça va affecter le sommeil? Ça va retarder la latence de sommeil. Elle va être plus longue. Donc, le jeune qui se couche à 8 heures, par exemple, on peut rêver, mais ça va lui prendre plus de temps à s'endormir.
puis il va avoir plus de difficultés à se lever le matin, puis le lendemain, il va avoir un petit peu plus de difficultés à bien fonctionner, à rester réveillé. Donc, rester éveillé en cours, on sait que ça peut favoriser la réussite scolaire. Donc, les jeunes qui rapportaient utiliser beaucoup les médias électroniques, rapportaient une quantité insuffisante de sommeil. Donc là, on voyait des liens. Puis il y a plusieurs études qui, justement, rapportaient aussi la présence des médias électroniques dans la chambre. Donc déjà là, on voit une petite piste d'action sur où on peut intervenir. Là, on va y revenir plus tard. Donc le temps à l'écran trop élevé, quel impact ça a sur la santé physique? Bon, on a vu que ça favorise la sédentarité. Ça va créer un déconditionnement physique. Donc, chaque effort, après ça, va devenir de plus en plus difficile. C'est un petit peu un cercle vicieux. Là, on est plus à risque d'obésité, puis on va voir les problématiques associées ensuite. Puis, le mode de vie sédentaire, les impacts, ça peut être aussi au niveau de la densité osseuse. On a jusqu'à 25 ans pour se créer un capital osseux, donc faire en sorte que nos os vont être plus solides, qu'on va être moins à risque de fracture d'ostéoporose plus tard. Donc, les enfants qui ne profitent pas de cette période-là pour être actifs vont avoir des impacts à ce niveau-là. Il y a aussi le fait que quand on est jeune, pour apprendre à bouger, c'est plus facile. Acquérir nos habiletés motrices de base, si par exemple, apprendre à faire du vélo à 7 ans, puis à 37 ans, c'est pas la même chose. Donc, ça va avoir un impact sur le niveau d'activité physique plus tard aussi, d'être sédentaire. Au niveau de l'obésité, on les connaît quand même assez bien. On les voit au niveau de maladies cardiovasculaires, diabète de type 2, hypertension, troubles musculo-squelettiques, les petits bobos qui apparaissent à gauche, à droite, certains types de cancers aussi qui sont associés. Mais ça a aussi un impact au niveau un petit peu plus de la santé psychologique. Donc, c'est sûr qu'au niveau de l'estime de soi, un bien-être, une insatisfaction corporelle un petit peu qui est associée aussi à tout ça. La santé oculaire, donc la santé des yeux. Il y a aussi des liens, là, des études qui montrent que la lumière bleue, donc la lumière d'El, produit des modifications là, au niveau des structures de l'œil, donc de la rétine, du cristallin et de la cornée. Ça va transformer certaines molécules en radicaux libres. En gros, ça va faire vieillir l'œil plus rapidement. Mais on n'a pas encore de données qui nous montrent là, vraiment les impacts sur le long terme. On a quand même certaines pistes aussi à voir qu'en 20 ans, ça a doublé la proportion d'adultes qui étaient myopes, donc de 1 sur 5 là, à 2 sur 5. L'Organisation mondiale de la santé, elle parle d'épidémie, puis elle encourage justement les pays à adopter des moyens pour essayer de contrer ça. La myopie s'installe plus rapidement, donc de 8 à 10 ans, comparativement avant que c'était de 13 à 14 ans. Puis plus elle commence tôt, plus qu'elle va évoluer rapidement. Donc, on pointe un petit peu du doigt la surutilisation des écrans. Donc, le temps à l'écran, comme j'ai parlé, puis le peu de temps à jouer dehors. Parce qu'il y a des études qui démontrent que le fait de jouer 90 minutes de temps dehors peut diminuer justement la myopie de 30 à 40 %. Donc, je vais prêter le relais à ma collègue. Si tu veux. Merci, Frédéric. Non, reste avec moi. Est-ce que c'est le piton? Droite. OK. Bonsoir. Alors, malheureusement, merci pour toutes ces données sur la santé physique. Malheureusement, ça touche aussi la santé mentale, toutes ces petites affaires-là. Alors, on va commencer par la dépendance. Est-ce que vous pensez, levez la main ceux qui ont des jeunes qui sont sur certains réseaux sociaux dans la salle? Okay. Levez la main ceux qui ont l'impression que leur jeune est dépendant de ça. Hein? OK. C'est important, les impressions, quand même, là. Il y a eu une grande étude à Bilomédia en 2013 qui révélait que plus d'un tiers des enfants et des adolescents qui possédaient leur propre cellulaire avouaient passer la nuit avec leur appareil pour être sûr de ne pas manquer un appel pendant leur sommeil. Ça, cette hyper-vigilance-là, pendant la nuit, on parlait de sommeil tantôt, ça ne fait pas un très, très bon sommeil.
Il était aussi un tiers à s'inquiéter du trop de temps qui passait en ligne en se disant dépendant dans une proportion de 50 %. Et ça, c'est auto-rapporté par les jeunes. Donc ça, c'est très intéressant. Ces jeunes nommaient que s'ils prévoyaient être malheureux, s'ils perdaient leur connexion pendant une semaine. Ça vous parle-tu, ça? OK. Là, dans la salle, est-ce qu'il y a des parents qui ont déjà, n'ayez pas honte, utilisé le iPod ou le cellulaire en disant à leur enfant, tu vas avoir une conséquence, je t'enlève ton téléphone pour une journée? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a déjà fait ça? Merci. Levez la main ceux que le jeune a capoté. Merci. Bon, on parle toutes des mêmes affaires. Donc, il n'existe pas encore d'études scientifiques sur la dépendance aux réseaux sociaux, mais les observations, comme on vient de faire à main levée, dans la vie courante nous confirment qu'il s'agit quand même d'un problème qui est réel, là. Donc, les gens sont actifs, et ça, c'est très intéressant parce que j'ai aussi le dossier de la cessation tabagique. Et il y a un test, ça s'appelle le Fagerstrom. Il y a un test pour mesurer le niveau de dépendance à nicotine. Et une des questions super full importantes du test, c'est ça prend combien de minutes après le réveil pour la première cigarette? Mais moi, je vous dis que les gens qui ont des applications réseaux sociaux, dans 80 % des cas, ils consultent moins de 15 minutes après le réveil le matin. Qu'est-ce que vous en pensez de ça? Combien de parents dans la salle, puis là, je ne parle pas de vos jeunes, vérifient leurs réseaux sociaux dans le 15 minutes qui suit leur levée du corps? Quand même, hein? Ne peuvent s'empêcher de consulter le site même si le moment est inapproprié. On voit ça, nous autres, au travail, dans les réunions d'équipe. Tu sais, une petite notification. Fait qu'à l'école, il faut que les professeurs surveillent ça, qu'ils enlèvent les cellulaires. S'empressent de répondre en temps réel à toutes les sollicitations numériques qui sont envoyées. Là, on a une police avec nous, là. Tu sais, les textos au volant, là, ça ne peut pas attendre 5 minutes. Il faut répondre, il y a quelqu'un qui m'écrit. Donc, les médias sociaux, comme une drogue, ça vient nourrir le circuit de la récompense dans le cerveau. Ça nous amène une petite drogue naturelle, là. Parce que, qu'est-ce que ça vient faire? On prend l'exemple des mentions « j'aime ». C'est important, les j'aime, pour vos ados, là, quand ils posent quelque chose? C'est important, genre, « Hey, j'ai 50 j'aime, puis ça fait juste 15 minutes. » Avez-vous déjà entendu quelque chose de même dans la maison? Oui? Oui. C'est très important. Il y a même des jeunes, là, si ça fait 1 heure, puis ils ont 10 j'aime, ils enlèvent la photo, hein? Oui, c'est insultant, ça. Donc, c'est pas bon pour l'image, je vais en parler tantôt. Donc, puis ça, c'est intéressant aussi. Les récompenses sont octroyées par intermittence. C'est pas comme tu poses ta photo, puis tu as ton 200 j'aime dans les 15 minutes, tu es rassuré, tout est correct. Là, j'ai un j'aime, là, 15 minutes après, il y a une notification, OK, j'en ai 3 autres, c'est qui? Puis, donc, c'est une récompense qui est par intermittence. Puis, dans les expériences en laboratoire sur les rats, j'aime ça des fois faire des affaires de même, ça montre que le mode de renforcement par intermittence comme ça crée de très fortes dépendances. Puis, on peut penser, on ne rentre pas dans tout au niveau de la cyberdépendance. Aujourd'hui, on parle juste des réseaux sociaux, mais on peut penser aux jeux. Hein, le gambling, pourquoi ça rend tellement accro? S'il gagnait jamais, à un moment donné, il n'irait plus au casino. Mais des fois, il gagne. Fait qu'à chaque fois, il y a cette drive-là. Donc ça, c'est un petit peu la même chose. C'est-à-dire que des fois, il y a 15 j'aime d'un coup, là, il n'y en a pas pendant une demi-heure. Donc, c'est toujours comme ça. Le critère majeur, quand l'utilisation... C'est quoi le critère majeur, dans le fond, quand on dit que quelqu'un commence à pas bien aller? Bien, l'utilisation se poursuit malgré les effets négatifs, donc au niveau de la santé, comme tu as parlé tantôt, Jonathan, au niveau des relations sociales, à l'école, au travail, ça amène des problèmes, mais je continue pareil. Là, je viens d'avoir l'image de like moi, là, tu sais. On ne texte pas au travail. J'ai un chum. Ça m'a fait penser à ça. Donc, la preuve que le problème est quand même réel, parce que toutes les mains se sont levées ou presque dans la salle, l'Association américaine de psychiatrie surveille ce phénomène-là. Donc, vous connaissez-vous ça, le DSM? Oui, le monsieur, il fait ça.
Ben, dans le temps, il était de même, mais il est rendu de même. On est tous malades. Donc, le DSM, c'est comme la Bible des psychiatres. Hein, puis dans le dernier qui est sorti, dans le DSM-5, en annexe, il y a la dépendance aux réseaux sociaux comme un phénomène qu'il faut surveiller. Donc, il n'est pas indiqué comme une pathologie, sauf qu'il est indiqué comme un phénomène à surveiller en disant, ben les gens pourraient développer une dépendance à ça. Là, je voulais vous parler un petit peu de bonheur. Connaissez-vous ça? Connaissez-vous ça? OK. Connaissez-vous l'IRB, l'indice relatif de bonheur? C'est drôle, j'étais à Repentigny, tu sais, ça avait fait les journaux, c'était comme la ville du bonheur, quand il avait mesuré là, la ville. Ouais. Fait que l'IRB, qu'est-ce qu'elle nous dit? Ben, c'est que les réseaux sociaux ne contribueraient pas au bonheur selon leurs études. Dans le fond, l'IRB, même moyen des personnes qui ne font pas partie de réseaux sociaux, était 2 points plus élevé. Fait qu'eux autres ne voyaient pas de lien comme ça. 95% des répondants à cette étude considèrent que les nouvelles technologies et les différentes plateformes d'échange ont engendré une nouvelle forme de dépendance, donc une perte de liberté, donc moins de bonheur. Il y avait un lien comme ça. Le temps investi a amené un désinvestissement de 34% de la télévision. Tu sais, nous autres, il y avait beaucoup de temps de télévision, tu en as parlé tantôt. Oui. Mais là, ils délaissent pour les écrans. Ben ça, c'est pas tellement une grosse affaire. Mais ce que je trouvais intéressant, c'est 23% ont délaissé la lecture. Et la lecture, par contre, c'est bien documenté comme quelque chose qui a une influence directe sur le niveau de bonheur. Fait qu'on a du monde qui lise moins. C'était protecteur. Donc, au niveau de la dépression, ça, on avait entendu parler parce que ça a fait comme tous les journaux, la dépression Facebook. Avez-vous vu ça dans les journaux? OK, je vois des têtes. Je dis, il faut que j'en parle. Donc, l'Association pédiatrique américaine, ça, c'était en mars 2011, dans la revue pédiatrique, avait parlé de ça, la dépression Facebook. Fait que tout le monde, tous les journaux avaient fait une front page avec ça. Bon, la vision déformée, positivée, tu sais, fait que là, sur Facebook, on voit tout le temps, ouais, hein, des photos super heureuses, des voyages extraordinaires. Tout le monde, leur vie est paradisiaque. Et qu'est-ce qu'ils se sont rendus compte? C'est que par effet de contraste, ça pouvait venir amplifier un caractère dépressif chez un jeune qui va déjà pas bien. Ben, je dis un jeune, mais ouais, les adultes aussi. Donc, parce que quand tu vas pas bien, puis ce que tu vois, c'est que tout le monde a des vies écœurantes, ça peut te faire sentir encore plus mal. C'est ça qu'on regardait. Il y a une étude en 2015 qui a été parue dans une revue qui s'appelle Computers in Human Behavior, qui montre que la surveillance passive des internautes entre eux, ça nourrit un sentiment de convoitise puis de jalousie. Ça c'est les sneakers qu'on appelle. C'est drôle, hein? Eux autres, ils ont un compte, mais ils font rien. Mais ils passent 2 heures le soir à sneaker tous les comptes de tout le monde pour voir qu'est-ce qu'ils font. Je vois du monde crampé dans la salle. Tout le monde en connaît des de même. Ils publient jamais rien, ils likent à rien. Puis là, tout d'un coup, tu les vois, puis ils disent « Ah oui, l'autre fois, t'as fait ça. » Puis tu dis « OK, il lit mes affaires, là. » Fait qu'effectivement, mais ils ont fait un lien de cause à effet, dans le fond, entre cette surveillance passive-là, puis la comparaison. Puis la comparaison, ben, ça l'entraîne cette espèce de jalousie-là qui va amener des symptômes dépressifs. Fait que c'est comme ça qu'ils avaient fait le lien. En décembre 2016, je vous fais comme un historique de où on est rendu. En décembre 2016, il y a eu une grande analyse britannique. Eux autres, ils ont dit, on va regrouper 30 études qu'il y a eu tout partout, là, puis on va faire une analyse avec ça pour essayer de ressortir des choses. Puis qu'est-ce qui ressortait de ça? C'était 2 critères qui faisaient que ça pouvait induire des affects dépressifs. Si le nombre d'heures qu'on consacre est extrême, puis là, ça c'est compliqué, et si elle est suivie de ruminations sur les comparaisons sociales défavorables. Tu sais, elle, son chum il est plus beau, elle va tout le temps en voyage, puis même un coup que l'ordinateur est éteint, la personne continue à ruminer là-dessus. Donc, puis au niveau du temps, c'est compliqué, mais tu vas voir, je vais te rejoindre après. C'est compliqué de mettre une limite parce qu'il y a plein de facteurs autres qui viennent influencer à ce niveau-là. Mais le fait important, c'est qu'il y a 2 études, dans ces 30 études-là, qui montraient que le risque de dépression diminuait si la personne avait des comportements de soutien social. C'est-à-dire qu'elle likait, elle marquait des petits mots le fun,
en dessous de où ce qu'elle allait regarder. Bien là, ça faisait comme le contraire. Fait que là, ils ont suggéré qu'il y ait des études un petit peu plus poussées sur cet aspect-là, au niveau du soutien social. Excusez, je reprends mon souffle. On est timé, hein? Je suis dans les temps? Donc, il y a une expérience de l'Université du Maryland sur 200 étudiants de 10 pays différents qui devaient passer 24 heures sans réseau. C'est comme je vous ai demandé tantôt. Et auto-rapporté, qu'est-ce qu'ils disaient les participants? Il y en avait que c'était jusqu'à l'inconfort physique, du stress beaucoup, et même jusqu'à l'angoisse. Vous avez tous vu ça dans vos salons. Est-ce qu'il y en a qui étaient là quand j'avais fait la grosse conférence sur le stress chez les jeunes? Il y en a qui étaient là ou qui l'ont vu sur Internet? Oui? Bon, fait que je vais vous reparler de Sonia Lupien, tu sais, la chercheure au Centre d'études sur le stress humain. Donc, elle c'est le fun, elle s'est posé cette question-là comme nous autres, puis elle a fait une petite recherche sur le stress. C'est quoi l'hormone du stress qu'elle mesure, cette chercheur-là? Oui, le cortisol. Fait que là, c'était intéressant qu'est-ce qu'elle a trouvé, par exemple. C'était pas mal rigolo. Elle, c'était plus le jeune avait d'amis sur Facebook, c'était significatif autour de 300 et au-delà, plus il était stressé et plus il produisait d'hormones du stress. On pensait que c'est le contraire, parce que d'habitude, on les entend comme « Ah, bientôt, je vais en avoir 500 ». Tu sais, ils sont comme, ils veulent beaucoup d'amis. Mais le fait d'avoir beaucoup d'amis, ben, ça les rend stressés. Pourquoi? Est-ce qu'il y en a qui connaissent les 4 caractéristiques du stress? Y en a-t-il qui s'en rappellent? Ou qui... Tu sais, il y a 4 caractéristiques de stress. Toi, tu t'en rappelles-tu, Jonathan? Je vais laisser la chance. Il va me dire, certains vont me dire, toi, là. Donc, le contrôle, l'impression de ne pas avoir le contrôle, l'imprévisibilité, tu sais, le ciné, la nouveauté, jamais vécu ça, oui, là, vous en rappelez, hein? Puis l'ego. Bon, bien là, Sonia Lupien a dit, après 300, là, le niveau de stress était plus élevé parce que c'est une grosse menace à l'ego. Là, si je poste une photo qui n'est pas super belle, je l'enlève, mais j'ai 25 personnes qui l'ont vue, versus je n'ai 500 de la polyvalente qui l'ont vue. Tu sais, là, la menace à l'ego est comme plus grosse. Fait qu'elle dit, ah, intéressant. Fait qu'augmentation du nombre d'amis, davantage de possibles menaces à l'ego, donc plus de production d'hormones de stress. Après ça, elle a dit, bien, les jeunes qui manifestent des comportements de soutien, et puis là, ça rejoint mon autre étude, j'aimais ça. Elle disait, les jeunes qui font du soutien en likant, j'ai fait mon anglicisme, ou en commentant des choses, eux autres, le niveau de stress, d'hormones de stress, il baissait. Comme l'autre monsieur dans l'étude là, qui avait suggéré ça. C'est intéressant parce qu'elle a mesuré, là, elle a un marqueur biologique. Fait que là, si les jeunes se faisaient liker, ils veulent plein de likes sur leurs photos, là, vite, mais leur hormone de stress, leur cortisol montait, mais si eux autres likaient les photos d'amis, leur cortisol baissait. C'est intéressant, hein? Ah, mais tu sais, c'est comme quand tu es dans une fête, là, puis là, c'est ta fête. Des fois, c'est comme un stress que le projecteur est sur toi, puis là, le monde te donne des cadeaux. C'est vrai, hein? Tandis que quand, toi, tu vas comme un invité, puis tu fais du bien à quelqu'un, tu donnes quelque chose, ça apaise, tu sais, ça fait quand même un certain sens. Donc, le stress chronique induit par un compte Facebook bien peuplé, ça pourrait mettre certains jeunes à risque de dépression, mais à long terme. Pourquoi? Parce que c'est un stress qui est chronique. J'ai 500 personnes qui me suivent 24 heures sur 24. Je fais partie des jeunes que mes parents ne watchent pas, que le téléphone est dans la chambre toute la nuit. Fait que je suis 24 heures sur le hold pour tout le monde. Fait que, tu sais, moi, je vais me mettre plus à risque parce que je vais produire du cortisol tout le temps un peu, tu sais, parce que je suis toujours sous le projecteur devant beaucoup, beaucoup de personnes. Le Centre de toxicomanie de santé mentale du Canada avait fait une étude auprès de 10 000 adolescents. Ceux qui étaient plus de 2 heures par jour sur les réseaux sociaux étaient plus susceptibles d'eux-mêmes évaluer leur santé mentale comme passable ou mauvaise, comparativement aux utilisateurs occasionnels. Et là, Jonathan, tu vois, je rejoins ton 2 heures.
Justement, les recommandations là, qui sont assez récentes, qui ont sorti l'année dernière, c'est au niveau des 5 à 17 ans, donc plus que l'enfant il y a 5 ans, on recommande moins de 2 heures de temps de l'écran de loisirs. Puis les effets délétères sur le sommeil, justement, ils se sont rendus compte qu'ils apparaissaient à partir de ces 2 heures-là. Puis c'est un des facteurs pourquoi ils ont émis ces recommandations-là, qui sont quand même assez nouvelles, là, parce que c'est une habitude de vie. On a vu qu'il y a des répercussions. C'est assez comme les réseaux sociaux qui sont interreliés. Eh bien, cette habitude de vie-là, nouvelle, est interreliée avec les autres, comme on a vu précédemment. Puis on pourrait faire beaucoup de liens, là, l'alimentation, l'activité physique là, aussi. Donc, c'est une habitude de vie à se questionner, comme on a vu, est un petit peu à plusieurs niveaux, autant sur la santé physique, puis là, on a vu aussi les liens au niveau de la santé mentale, mais en bas âge, surtout, on voyait aussi au niveau du développement social et cognitif. Développer les compétences sociales avec les autres devant un écran, c'est pas la même chose qu'interagir avec les autres. Donc, il y a aussi cet impact-là là, chez les plus jeunes qui est à conserver, si tu veux. Puis c'est ça, on était shrinké dans le temps, là, mais c'est sûr que là, on aurait pu expliquer beaucoup de choses entre le 0 à 4 ans par rapport à ça. Puis, on est passionné de santé publique, mais là, on a essayé de se mettre chez l'ado avec juste les réseaux sociaux. Donc, des petites pistes d'action en lien avec les recommandations et les études qu'on a parlé ensemble. Limiter les écrans au moins 1 heure avant le coucher, puis principalement en plus quand c'est des jeux vidéo très interactifs, là, pour les raisons qu'on a dit au niveau de l'endormissement. Levez donc la main sans aucune gêne, les parents qui ne contrôlent pas, là, qui ne portent pas attention si le téléphone ou l'iPod est dans la chambre à coucher la nuit, ou qui ne le savent pas là, finalement où ce qui finit. C'est ça. C'est correct, hein? Mais à un moment donné, là, moi ma fille est quelque part dans la salle, là, cherchez-la pas, là, mais je vais le dire. À un moment donné, tu allumes puis tu dis. Mon chum, il m'a dit, c'est de l'héroïne, cette affaire-là. C'est ça qu'il m'a dit à un moment donné. Il dit, même si elle veut tout faire correct, puis elle t'écoute, si c'est là, ça va passer par-dessus ton amour et tes règles. Il avait raison. Fait que là, moi, il y a un contrôle, là, quand c'est l'heure du coucher, et ça n'approche pas des chambres à coucher. Ça améliore le sommeil et la santé mentale, je vous le dis. Donc, établir des règles liées aux écrans. Le cellulaire à table. Est-ce qu'on laisse les cellulaires à table pendant les repas de famille? Fait que de mettre un cadre, une espèce de politique, là, fermer la connexion à Internet après telle heure, mettre des règles familiales puis les faire respecter. Limiter l'utilisation des écrans dans la chambre à coucher, ça vraiment, là, pour toutes les raisons qu'on a énumérées. Puis ça, c'est très important. Vas-y donc, Jonathan. Ah oui, de montrer l'exemple nous-mêmes, assurément, quand on se donne des règles. Puis autant comme quand on dit à un enfant de vouloir aller faire de l'activité physique puis jouer dehors, ça a beaucoup plus d'impact si nous-mêmes, on y va avec lui puis qu'on lui montre l'exemple. Sinon, il va quand même reproduire notre comportement beaucoup plus, puis comprendre le double discours un petit peu qu'on y apporte. Donc, je crois qu'on a un gros rôle à jouer aussi à ce niveau-là, parce que là, on a parlé de la dépendance peut-être chez les jeunes, mais je crois qu'on s'est peut-être tous reconnus un petit peu aussi en tant qu'adulte, des fois, quand on va regarder nos choses, que ce soit le matin ou... moi, je fais jamais ça au bureau. Fait que c'était ça. Mais oui, j'avais envoyé des liens aussi, Amélie, à l'Isotomie. Qu'est-ce que vous avez vu tout à l'heure à la fin des applications? Il y a plusieurs sites, Abilo Média, la porte grande ouverte. Il y a quelques sites qui s'adressent vraiment aux parents, justement, pour connaître plus, puis ça vous donne des outils pour intervenir avec vos jeunes, là. Donc, ça va tout être sur le site. Et je vais repasser le casque. Un, deux, oh, ça fonctionne. Donc, rebonjour tout le monde. Je suis accompagnée cette fois-ci. Donc, nous sommes deux là pour présenter la présentation. Dominique Lapointe, pas collègue, là, je suis pas policière, là, mais ma consoeur, si on pourrait dire. Je vais peut-être juste
vous dire un petit peu ce que je fais dans le milieu. Je suis au niveau des écoles, donc policier socio-communautaire, ça veut dire policière aussi jeunesse. Pour ça, tout à l'heure, on a fait un clin d'œil au thème. Ça fait 30 ans maintenant que je suis policière, donc ça ne me rajeunit pas. Mais ça fait 20 ans que je suis en milieu scolaire. Donc, peut-être vos enfants m'ont vu, ils ont peut-être parlé de moi, mais j'ai des collègues aussi. On a une équipe quand même de 4, 3 filles, un garçon et un superviseur masculin. Donc, on est 5 à la prévention au niveau de Repentigny, le gardeur Charlemagne. Donc, ça me fait plaisir d'être là ce soir avec vous. Donc, les objectifs de la présentation, en fait, premièrement, là, on va essayer de mieux décortiquer un petit peu l'utilisation que les jeunes font des réseaux sociaux. C'est de ça qu'on a parlé depuis le début. On va apporter un éclairage sur les éléments qu'on considère importants à considérer, autrement dit, un peu les risques là, associés vraiment aux réseaux sociaux. Puis, finalement, on ne vous laisse pas tout seul avec ça. On va vous dégager quelques pistes d'encadrement par rapport à ça. Donc, les jeunes et le monde virtuel. Pour les jeunes, il faut comprendre que le cyberespace, c'est pas du tout pareil comme les adultes. En fait, là, on pourrait définir la limite là aux 25 ans et plus. C'est sûr qu'on n'a pas la même perception que les jeunes qui ont 25 ans et moins et qui ont grandi avec Internet, qui n'ont jamais vécu sans les réseaux, pas sans les réseaux sociaux, mais sans Internet, vraiment là, le cyberespace. Pour les jeunes, les réseaux sociaux, c'est le mode de communication et de reconnaissance sociale ultime. Donc, avant, hein, ça a évolué. Tout ça, là, on envoyait des lettres, puis on s'appelait au téléphone. Maintenant, oubliez ça, là, c'est les textos, vous le savez. Donc, c'est instantané, c'est direct et c'est illimité. Il s'agit vraiment du monde réel pour les jeunes. Donc, des fois, les parents vont dire « lâche ça, là, reviens dans le vrai monde ». Mais pour eux, c'est aussi ça, le vrai monde. Quand ils textent avec leurs amis, ils leur parlent. C'est vraiment ça qui, pour eux, c'est comme ça que ça fonctionne. C'est aussi la possibilité d'être visible et d'exister. Donc, les jeunes vont chercher là un immense besoin de reconnaissance à ce niveau-là. Donc, ils ont un besoin d'être reconnus et les réseaux sociaux permettent l'accès à ce besoin-là. C'est vraiment, vraiment, vraiment accessible. Donc, n'importe qui peut se partir un blog, peut se partir un compte YouTube, une page Facebook, commencer à écrire des articles. Donc, tout ça, c'est vraiment très, très, très accessible. C'est aussi un accès à une quantité infinie d'informations. Donc, c'est très pratique quand on a des travaux scolaires. Hein, avant, toute la classe avait un travail à faire sur un thème donné. On se battait tous à la bibliothèque pour avoir le même livre que tout le monde voulait. Aujourd'hui, si les ados vont à la bibliothèque, c'est pour utiliser le Wi-Fi gratuit. Il y a peut-être des petites exceptions, là, mais c'est surtout pour ça. Et finalement, là, vraiment, vraiment, ce qui va différencier là, les plus de 25 ans et les moins de 25 ans, c'est vraiment une extension de leur vie et de leur intimité. Donc, c'est vraiment au niveau de la perception que ça va être différent. Pour les plus de 25 ans, Internet, c'est un outil. Hein, on s'en sert pour travailler. On cherche une information. On peut aller voir sur Internet, savoir ça. On va vraiment l'utiliser en tant qu'outil. Pour un jeune, non seulement ça va être un outil, ça va faire partie d'eux-mêmes. Ça va vraiment faire partie d'eux-mêmes. Ils sont nés avec ça, sont habitués avec ça. Ils ont grandi et vous ont vu avec votre propre téléphone. Donc c'est très, très difficile, puis c'est important de voir là, la différence de la perception à ce niveau-là. Les risques maintenant reliés à une mauvaise utilisation de ces réseaux sociaux-là, parce qu'il existe aussi à avoir une bonne utilisation de ces réseaux-là. Donc, je te laisse, Dominique. C'est moi qui ai le côté négatif. La police, c'est souvent ça, mais c'est aussi de la prévention. On est ici pour ça. Donc, c'est pour vous éveiller, effectivement, à certains problèmes. Vu que je suis en milieu scolaire, je suis vraiment souvent interpellée par les directions d'école, par des enseignants, par des parents, même par des jeunes. Là, ce qu'on a comme problématique qui grandit de ce temps-là, c'est des photos que les jeunes vont prendre d'eux, nus, avec le parti intime exhibé,
Et ils vont envoyer ça soit par Messenger, Snapchat, tous les beaux les beaux moyens qu'ils ont, en pensant que ça va plaire peut-être au nouveau chum ou que ça va peut-être être apprécié, que ça va valoriser la personne. C'est tout à fait le contraire. Vous savez très bien que c'est pas ça que ça va donner comme résultat, parce que vous êtes des adultes puis vous avez un vécu. Mais les jeunes, eux, ils pensent vraiment qu'avec ça, ils vont être populaires, qu'ils vont avoir l'attention, qu'ils vont être aimés, qu'ils vont être respectés. Et c'est complètement le contraire. Donc, quand un enfant, un jeune, en bas de 18 ans, prend une photo de ses parties intimes, les envoie sur Internet, il fait en plus un délit criminel qui s'appelle la pornographie juvénile. Fait qu'en prenant ces photos, il fait une infraction au code, puis en plus, dans ce temps-là, il fait de la fabrication de pornographie juvénile. Quand il l'envoie à d'autres, il fait de la distribution de pornographie juvénile. Et le jeune qui le reçoit, il est en possession de pornographie juvénile. Et souvent, un jeune, quand il reçoit ça, il fait comme « puis il l'envoie. Il l'envoie à plein de monde. Fait que là, la seule photo qui était partie à un individu va se multiplier par 10, par 15. Puis là, les 10, 15 vont faire « puis ils vont l'envoyer aux autres aussi. Fait que là, ça fait 10, 15, 10, 15 et 10, 15, c'est exponentiel. Et quand c'est parti sur Internet, si vous retenez juste une chose ce soir, c'est que c'est permanent. Même si on dit que des fois, ça peut être confidentiel, qu'on peut mettre des paramètres plus sévères, qu'on va limiter qui va voir la photo et tout ça. Ou quand on parle de photos éphémères qui disparaissent Comme après un certain nombre de temps, comme Snapchat, Instagram, Messenger. On peut faire des captures d'images. Les jeunes sont pas mal plus vite que nous autres. Ils savent exactement comment enregistrer l'information, la distribuer à nouveau. Et c'est vraiment exponentiel. Je vous le dis, là, c'est un gros problème dans nos écoles parce que les jeunes pensent que ça va leur amener quelque chose de positif, mais finalement, c'est très, très négatif. Fait que la pornographie juvénile, c'est un problème. On a aussi au niveau... les rencontres, c'est Yellow, là, le fameux site là, qui commence à prendre de la popularité chez nos jeunes. Puis on a peut-être un clic. Tu veux expliquer le hashtag, puis j'expliquerai l'autre? Ben oui, parfait. Oui. Le hashtag, est-ce qu'il y en a qui sont familiers avec cette appellation-là? Pas vraiment. Un petit peu. Le hashtag, en fait, c'est le dièse. Oui, c'est ça, hein? C'est le dièse. Les hashtags. Ça se retrouve sur Facebook, Instagram et Twitter. Twitter, on n'en a pas vraiment parlé parce que les jeunes se sentent un peu moins concernés par cette application-là, mais les hashtags se retrouvent aussi là-dessus. Ça sert à quoi, un hashtag? Ça sert à augmenter la visibilité de notre photo. Ça va ainsi augmenter le nombre de vues puis le nombre de likes que les jeunes veulent à tout prix avoir. Et ça va augmenter l'accessibilité à cette photo-là. Quoique dès que c'est sur Internet, ça devient accessible à tous. Pourquoi ça va augmenter l'accessibilité de la photo, puis les nombres de vues, puis la visibilité, tout ça? C'est que on va envoyer notre photo, qui est par exemple dans notre compte privé, puis confidentiel, dans un ensemble, un regroupement de toutes les autres photos où il va avoir eu le même hashtag que le nôtre. Donc, ça a des points super positifs. Moi, je prends une recherche sur le Laos, je vais sur Facebook, j'écris hashtag Laos, je viens d'avoir plein de belles photos du Laos, puis je choisis celle de mon choix. Ou je me marie, je vais créer un hashtag, le nom de mon mariage. Toutes mes invités vont mettre leurs photos selon ce hashtag-là, et il va y avoir un bel album qui va avoir été fait avec toutes les photos de tout le monde. Mais ça veut aussi dire que moi, je m'en vais, par exemple, à Cuba avec ma petite sœur. Je prends une photo de nous sur la plage et je mets dessus hashtag Cuba parce que je veux beaucoup de likes. Bien, elle va se retrouver avec toutes les autres photos avec le hashtag Cuba, ma petite sœur de 9 ans dessus. Sur hashtag Cuba, là, je peux aller voir, là, mais je suis pas mal certaine qu'il y a pas mal n'importe quoi là-dessus. Là. Je laisse aller votre imagination. Fait que c'est sûr qu'il faut faire attention aux hashtags qu'on met pour pas que notre photo se retrouve vraiment associée avec un paquet d'autres photos que parfois on n'a pas vraiment envie qu'elles se retrouvent mélangées avec toutes ces autres photos-là. Ça fait beaucoup de fois le mot utilisé photo, là. Moi, je vais vous expliquer les challenges. Les jeunes aiment ça, les défis. On était jeunes, nous aussi, on aimait ça, les défis. Ça n'a pas changé.
Nos ados, nos jeunes sont pareils comme nous. Par contre, ils ont le moyen de mettre ça sur les réseaux sociaux, ce qu'on n'avait pas dans notre temps. Donc, les challenges qu'on a vus là, de ce temps-là, c'était, entre autres, un défi. C'était un groupe de filles. Eux, c'était de filmer. Ils se lançaient le défi entre elles. Et c'était d'aller mordre n'importe qui dans l'école. Fait que ça se faisait dans les pauses ou au dîner. Tu vas aller en mordre une, tu vas aller mordre un. Souvent, c'était sur le bras. Puis, on va te filmer pendant que tu vas faire ça. Puis après ça, on va mettre ça sur les réseaux sociaux. Quand on a rencontré les jeunes filles pour faire une intervention, on nous a dit, vous êtes violentes, là, c'est des voies de fait, vous mordez quelqu'un. Ben non, madame, c'est un jeu, c'est un challenge. Non, c'est de la violence. C'est un délit criminel, c'est grave. Tu mords quelqu'un. Eux, pour eux, c'est un challenge, c'est un défi. Même chose, on a eu encore des jeunes filles. C'est l'exemple que j'ai, c'est un autre groupe de filles. Eux, c'était de donner des claques. On giflait. On giflait dans le visage d'une inconnue, de quelqu'un. Des fois, on pouvait cibler quelqu'un qu'on n'aime pas, mais des fois, ça pouvait être un pur inconnu dans l'école. Si je prends l'école Jean-Baptiste Meilleur, il y a 1700 élèves, là, fait que c'est ceux qui se connaissent pas toutes, là. Fait que c'était ça. On filmait encore. On a eu un autre, c'était du tirage de cheveux. Donc, on arrivait en arrière de la personne, on lui tirait les cheveux pour partir à la course. Et dernièrement, groupe de garçons, eux, le challenge, c'était entre eux. Il était un groupe de peut-être 7-8 garçons. Et le challenge, c'était, on se bouscule. S'il y en a un dans la gang qui tombe par terre, il n'a pas le droit de se relever. Puis nous, on a le droit de le kicker. On a le droit de se donner des coups de pied, fait que ce soit sur le corps, n'importe où. Je pense que le visage était peut-être épargné, pas sûr, mais en tout cas. Et le problème dans tout ça, ben, c'est de la violence encore. Et tant que la personne qui est par terre ne disait pas un mot qu'ils avaient décidé entre eux, qui était pour arrêter cette violence-là, ben, il avait le droit de le kicker tant aussi longtemps qu'il ne parlait pas. Tant qu'il ne disait pas le mot, mettons, time out, là, tu sais, je suis tannée, là, arrêtez. Mais le problème qu'on avait aussi, en plus, c'était des inconnus qui n'étaient pas dans ce game-là, qui n'étaient pas dans ce challenge-là, qui ne connaissaient pas, puis disaient « Oh, yes! » Puis ils se rajoutaient, puis ils donnaient des coups aux autres aussi. Fait qu'on pouvait se ramasser avec 10, 12 jeunes qui frappaient à coups de pied celui qui est par terre. Et là, quand on le rencontrait, le jeune qui est par terre, ben, il l'avait fait, lui, la veille à d'autres. Fait que c'était comme chacun son tour. Hey, ça n'avait pas de bon sens, mais c'est là que vous pouvez intervenir auprès de vos jeunes, dire tu connais ça, les challenges, toi? N'as-tu déjà fait? Informez-vous auprès de vos jeunes, puis essayez de les sensibiliser. C'est de la pure violence, ça n'a pas sa place. On le sait, nous, les adultes, que ça n'a pas sa place, mais pour eux, on banalise, et c'est là le danger. C'est la banalisation autour de ça. Exactement, parce que dans le fond, les challenges, relever un défi, on s'entend, un adolescent, ça a des fois peut-être un petit peu moins de jugement qu'un adulte, là. Ça va les entraîner, ils vont être super impulsifs, ils vont avoir envie de le faire sans trop réfléchir aux conséquences. Parce que les exemples que tu donnes, c'est vraiment des exemples où les gens avaient utilisé de la violence, tout ça. Vous en connaissez d'autres, là, challenge, là, sûrement le Ice Bucket Challenge, ça vous dit quelque chose? Ça, c'est super. Ça leur a permis à amasser plein d'argent pour une super bonne cause. Une maladie là, qui donnait des frissons froids. Je me rappelle vraiment pas du nom de la maladie. Puis, on se lançait là, un seau d'eau glacée sur nous. On ramassait des sous et on remettait ça à la fondation. Donc, un adulte va faire certains challenges dans d'autres buts parfois là, que les jeunes là, qui vont pas nécessairement là, penser avant d'agir. Là. Ils font comme pas la différence, on dirait. Exactement. C'est très important d'intervenir auprès d'eux à ce moment-là. Et un dernier. Et oui, l'intimidation, un mot à la mode qu'on entend beaucoup. C'est sûr que, heureusement, il y a eu des lois qui ont été mises en place dans nos milieux scolaires pour intervenir rapidement. C'est les écoles qui sont les mieux placées pour intervenir auprès des jeunes. Un jeune qui se fait dire à chaque jour « t'es con, t'es laide, tu pues bon, je vous laisse grâce des autres mots, là. C'est facile de comprendre que le but, c'est vraiment de dénigrer, de rejeter, d'être méchant. C'est de la méchanceté. Les jeunes peuvent être méchants entre eux. Il faut intervenir rapidement. Donc, il y a vraiment des comités qui ont été mis en place dans les écoles pour intervenir rapidement auprès des enfants qui sont victimes. Puis, malheureusement, avec Internet, ça se continue même à la maison. Fait qu'il y en avait dans le temps aussi, quand nous, on était jeunes, mais
ça se résorbait à l'école, ça pouvait se régler à l'école. Ça ne nous suivait pas le soir chez nous à la maison, puis ça ne nous suivait pas pendant qu'on faisait dodo. Parce que là, vous venez de comprendre qu'il y a certains ados qui vont peut-être se cacher avec le sel la nuit, ou ils vont se lever pendant que vous dormez pour pouvoir chatter ou faire des choses. Vous n'êtes pas toujours conscient de ce que votre jeune fait ou ce qu'il subit. Donc, la cyberintimidation, c'est qu'on va utiliser vraiment tous les programmes qu'on a vus tantôt, là, toutes les plateformes qu'on a vues tantôt pour continuer à être méchant. Parce Donc, que l'Internet aussi, ça crée une belle distance. Hein? On se sent un peu invincible. On pense qu'on envoie ça dans les airs. Là. Mais puis il y a bien des affaires, des fois, qu'on écrit, qu'on n'oserait pas dire en face, finalement. c'est important de savoir que aussitôt qu'on utilise Internet, qu'on envoie un message, Enter, c'est retraçable. C'est sûr que ça prend une enquête policière avec un mandat qu'on va demander à un juge. On peut retracer les conversations précisément par quels moyens elles ont été envoyées. Donc, si, mettons, votre fournisseur Internet, vous, c'est Bell, puis que vous avez une plainte de menace, d'intimidation par rapport à Internet, à ce moment-là, il va y avoir des saisies de données que le fournisseur Bell va être obligé de remettre aux policiers. Puis, il y a vraiment des policiers spécialisés là-dedans. Je ne fais pas partie de cette équipe-là. Puis, eux vont vraiment aller chercher toutes les informations qui ont été envoyées par cette session-là ou les sessions qui ont été envoyées. Puis, avec l'adresse IP, on va savoir c'est dans quelle maison. Donc, qui paye ce fournisseur Internet-là? Ça tombe dans votre maison. Puis, on va savoir la date, l'heure, puis on va savoir quelle session a été ouverte. Donc, là, on va vérifier avec vous qui utilise cette session-là. Vous allez dire, c'est mon garçon, c'est ma fille. Et là, on va avoir à les interroger, à les questionner par rapport à ça. On saisit les objets qui ont été utilisés pour faire le délit et on demande au juge de les détruire par la suite. Chose importante, ce que je ne vous ai pas dit, c'est qu'à partir de 12 ans, un jeune est responsable de ses actes, de ses gestes, de ses écrits. C'est une loi spécifique pour eux, la loi du système de justice pénale pour adolescents. C'est une annexe dans le code criminel et elle est quand même pas uniquement punitive, elle est là pour faire comprendre des choses aux jeunes. Ce qu'on dit aux jeunes souvent, c'est qu'il ne faut pas que tu répètes les mêmes erreurs. Tu as le droit à l'erreur, mais il ne faut pas que tu la répètes. C'est sûr qu'il y a des délits très graves là, où là, il y aurait des conséquences beaucoup plus importantes, mais un jeune, habituellement, il y a des travaux communautaires ou des rencontres avec des intervenants. Habituellement, c'est la conséquence. Moi, ça. Oui, c'est l'avenue, entre autres, qui trouve les organismes communautaires dans lesquels le jeune va aller faire ses travaux. Je te suggère qu'on saute celle-là vu qu'on en parle plus tard, puis je regarde l'heure, Oui. puis tout ça. Les comportements à surveiller chez vos jeunes. Natacha en a déjà un petit peu parlé, donc je vais quand même là, vous les représenter. Là, on va le répéter, c'est pas grave, ça rentre mieux dans le cerveau dans ce temps-là. Donc, les comportements, là, est-ce que votre jeune, il y a une utilisation problématique? Vous savez pas trop, vous êtes curieux. On vous a préparé une petite liste là, de choses à observer. Une humeur changeante. Bon, là, ça c'est peut-être juste parce qu'il est adolescent, là, vous allez me dire. Là. C'est sûr qu'il faut qu'il soit pris avec d'autres éléments. Là. Ça tout seul, ça peut pas compter comme un signe là, qu'il y a une utilisation problématique. Mais l'humeur changeante, là, ça va vraiment être un changement de comportement là, brusque. Là. Ça devrait vous sonner des cloches. Isolement, abandon d'activité, donc une perte d'intérêt pour ces activités-là qu'il fait normalement, donc une perte d'intérêt pour l'école, pour le travail, pour le loisir. C'est notre baisse, ces choses-là. L'utilisation ça devient très difficile d'arrêter. Donc, Félix vient souper, une minute, j'envoie mon dernier message. Il va essayer d'éviter là, les discussions par rapport à Internet. Il voudra pas là, vous expliquer là, sa vie là-dedans. Là, ça le stresse peut-être un petit peu. Là. Il va falloir le questionner à ce niveau-là. Ça va avoir des effets aussi sur son sommeil, comme on a dit, parce qu'il va l'utiliser la nuit. Et ça va avoir des effets aussi sur son humeur. Vraiment, il va être plus irritable, déprimé, peut-être même là, stressé, angoissé. Il va être fatigué, hein, parce que c'est ça, on a dit, hein, il dort pas. Évidemment, avec une humeur comme ça, c'est sûr que ça va amener des conflits non seulement à la maison, mais peut-être aussi avec des amis, hein, parce qu'à Internet, ça se parle là, entre eux là, pendant qu'il est tout seul. Il n'est pas vraiment tout seul, il est avec son téléphone, il parle avec ses amis, ça se peut qu'il soit en chicane avec eux. Donc, il va y avoir des conflits, là, pas seulement à la maison, mais possiblement dans toutes ces sphères.
Donc, qu'est-ce que vous pouvez faire à ce moment-là? Vous soulignez le comportement que vous observez et vous lui proposez de l'aide. Qu'est-ce qui se passe? Il me semble que tu as l'air fatigué. On plante, on sème une graine, là, puis on attend que ça pousse, mais il va finir par vous en parler, c'est certain. Amélie, juste dire, Oui. permettez pas à votre enfant de s'isoler dans sa chambre avec son cell, avec son iPod, avec son jeu. Gardez-le dans la pièce principale où vous circulez, où vous êtes. Puis les mots de passe, vous devez être au courant, vous devez les avoir. C'est une règle numéro 1. Le parent doit être capable d'aller voir. C'est sûr qu'une fois c'est parti, c'est trop tard, là. C'est parti. Si vous êtes là quand il l'utilise, ben vous êtes capable de regarder ce qu'il fait live, d'être là avec. Oui, ça vous demande plus de temps, ça vous demande plus d'investissement, mais ça vaut la peine. J'ai plein de parents qui me disent, ben oui, mais il est dans le salon, là. Il n'est pas en danger, là. Mais oui, mais il parle avec la planète au complet. Puis vous ne savez pas avec qui il parle. Il parle-tu avec un adulte? Il parle-tu avec un enfant? Il est-tu en train de se mettre les pieds dans les plats? D'être menaçant? Vous ne savez rien. Vous savez juste que physiquement, il est là. Puis vous ne savez pas ce qu'il fait sur l'ordinateur. Puis vous avez pleinement le droit de le questionner, là, votre ado. Là. Si l'enfant lève la page quand vous arrivez, là, qu'il change la page, là, posez-vous de sérieuses questions. Là. Il vous cache des choses. Là. Ça prend une bonne discussion avec nos enfants. Mettre des limites, encadrer. Ayez pas peur. C'est vous les boss. Puis c'est justement là, ouais, exactement. Puis c'est justement ce vers quoi on s'en va. Donc vraiment des pistes d'intervention, parce qu'avec toutes ces informations-là, là, c'est normal d'être un petit peu perdu. C'est comme ça évolue, on regarde là, pas si longtemps derrière, tout ça, ça n'existait pas. Donc quelques pistes d'intervention. On se répète encore une fois, là, soyez un modèle, on l'a déjà dit, donc observez-vous vous-même. Discutez-en en famille, tentez de limiter l'accès, donc vous avez ce pouvoir-là hein, en tant que parent, on n'oublie pas ça. Allez voir ce qui se passe sur les appareils de vos jeunes, donc questionnez-le, observez les changements d'attitude. Donc ça peut être aussi un bon indice qu'il y aurait un problème là, à ce niveau-là. Parlez de vos inquiétudes devant le comportement là, que vous allez observer. Puis, il ne faut pas oublier aussi là, les réseaux sociaux, là, c'est comme n'importe quoi. Là. C'est à prendre avec modération. Donc, c'est correct un petit peu. On n'a pas le choix. De toute façon, il faut faire avec. Ça existe, c'est là. Ça n'ira pas en diminuant. En diminuant, pardon. Donc, il ne faut juste pas en abuser. C'est là le problème. Donc, discuter des pour et des contre de l'utilisation autour de la table. Ça peut faire un excellent débat. Accompagner dans la gestion du stress et des émotions. Donc, parfois, le jeune ne va pas trop savoir comment gérer tout ça. Il va compenser en utilisant son cellulaire, qui ne sera vraiment pas une solution efficace à son problème. Et quand il est en colère, il peut se défouler aussi sur les réseaux sociaux. Il peut avoir des conséquences juridiques à ce défoulement de colère, des menaces, des fois, qui peuvent être écrites, tout ça. Et aider le jeune à développer d'autres centres d'intérêt ou recentrer-le sur qu'est-ce qui le passionnait aussi avant, il n'y a pas si longtemps. Et là, je reprends l'exemple de Natacha qui avait, il me semble qu'on t'avait confisqué là, le téléphone à ta fille pendant une fin de semaine. Puis là, elle était revenue en disant le lundi, ah ben finalement, j'avais passé quand même une belle fin de semaine. Je me rappelais plus que c'était le fun de jouer dehors de même. Tu sais, il y a des belles phrases des fois qui peuvent arriver comme ça. Et où est Arthur? On le montrera pas, faute de temps, là, mais allez voir ça sur YouTube. Où est Arthur? C'est intéressant. C'est assez choc, je vous dirais. Mais c'est très intéressant. C'est vraiment aussi un survol. On l'a tout déjà dit aussi, là, donc faites comprendre à votre enfant que l'espace virtuel est un espace public. Donc, est-ce qu'il sera à l'aise de monter sur une table de la cafétéria puis crier devant tout le monde ce qu'il vient d'écrire sur Facebook? Est-ce qu'il sera à l'aise que ça fasse le front page du Journal de Montréal? C'est toutes des questions là, que non seulement eux, mais nous aussi, en tant qu'adultes, on devrait se demander là, avant de mettre n'importe quoi. Est-ce que je serai à l'aise que ma grand-mère voit cette photo-là que je viens de mettre? Donc, encouragez-le à faire des interactions positives, évidemment. Apprenez-lui à respecter les autres dans l'espace virtuel et dans l'espace réel. Là. Il est supposé déjà le faire. Rappelez-lui l'importance de garder les mêmes valeurs dans tous ses échanges, quels qu'ils soient.
Dites-lui qu'il est important de respecter la vie privée des autres ainsi que la sienne. Donc, c'est toutes des belles phrases pour dire toute la même chose, là. Et sécurité de base, donc faites attention avec votre géolocalisation, le GPS. Toutes vos applications, là, des fois, là, ils peuvent savoir 24 heures sur 24 vous êtes où présentement sur la planète. Des fois, ce pas des choses qu'on aimerait qu'ils deviennent publiques ou que les applications ont nécessairement besoin de savoir ces informations-là. Interrogez votre enfant sur les relations avec ses amis. Combien ils ont d'amis Facebook, vos enfants? Ils les connaissent-tu toutes? Il y en a-tu qui les ont déjà vus, qui les ont jamais vus? Est-ce que c'est des amis qui voient régulièrement? C'est des amis des amis? Questionnez-les. Donc, questionner et valider les nouveaux amis aussi. Éviter la publication de photos suggestives. Donc, toujours se demander si grand-maman serait contente de voir ça. Éviter de donner ses informations personnelles. Donc, encore une fois, là, vraiment sécurité de base. Et je ne serais pas surprise là, que dans la majorité des applications, là, on va écrire nos noms, nos adresses, notre date de naissance et ces choses-là. Mais c'est important de s'assurer de ne pas trop en mettre non plus. N'hésitez jamais, Uniatox, l'avenue Justice Alternative, la ligne parents, le poste de police de votre ville, si vous avez des questions par rapport à ça. Et mes petites références pour ma présentation. Donc, je laisserai la parole à Geneviève. Merci. Je regarde l'heure. Ouh là 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 là. Et vous avez encore un petit peu d'attention. Moi, je vais me présenter rapidement. On m'a présenté au début, mais je suis conseillère pédagogique à la commission scolaire. Je m'occupe du dossier violence et intimidation. Donc, mon rôle, c'est vraiment d'être en soutien aux écoles pour ce dossier-là et d'autres dossiers. Vous allez voir un petit peu ce que je fais comme travail, mais ce que j'ai, je pense, comme mission en dernier lieu, là, en dernière portion de soirée, c'est, je pense, un petit peu de vous rassurer finalement. Donc, mon rôle, c'est un peu de vous expliquer ce qu'on fait à la commission scolaire quand il y a des situations de violence ou d'intimidation qui se passent. On a parlé beaucoup de violence dans l'espace virtuel aujourd'hui. Moi, je vais parler plus d'intervention lors de situations d'intimidation, mais que ce soit dans le monde réel ou dans le monde virtuel, on intervient pratiquement de la même manière. Donc, on ne fera pas de différence là-dessus ce soir. Le titre de ma présentation, c'est « Loi visant à prévenir et à combattre l'intimidation et la violence à l'école », puis comment on intervient puis qu'on prévient en milieu scolaire. Je ne pouvais pas passer à côté du fait de vous parler de cette fameuse loi-là, la loi 56. Peut-être que vos directions d'école en ont parlé des fois dans certaines soirées de parents. Son vrai nom, c'est vraiment la loi visant à prévenir et à combattre l'intimidation et la violence. C'est une loi qui a été adoptée en juin 2012, donc ça fait déjà 5 ans qu'elle est en vigueur. Le message fondamental de cette loi-là, c'est qu'il faut agir. Donc, c'est une loi qui est venue modifier aussi la loi sur l'instruction publique. Est-ce que vous m'entendez bien? Oui? OK. Et qui visait vraiment une compréhension commune de ce que c'est l'intimidation. Tout à l'heure, vous allez voir, j'ai mis les définitions, mais je parlais avec des parents dans les kiosques, puis on se disait, hey, l'intimidation, hein, c'est encore un terme qui est un peu galvaudé. Hein, on l'utilise à toutes les sauces. À la moindre petite occasion, on dit qu'on est victime d'intimidation, puis tout ça. Puis moi, j'avais l'impression que c'était un peu diminué, que c'était un peu moins pire, mais je me rendais compte en parlant avec vous que finalement, non. Il faut continuer de retaper sur le clou, d'avoir un langage commun. Puis c'est important de faire la distinction entre, puis on va le voir tout à l'heure, entre intimidation, conflit, violence, parce qu'on n'intervient absolument pas de la même manière là, selon ce que c'est comme situation. Cette loi-là est venue aussi préciser les devoirs et les responsabilités de chacun des acteurs. Puis j'ai pris la peine de les nommer parce que je trouve ça important. Parce que quand on parle d'acteurs, c'est pas juste la commission scolaire, c'est pas juste l'école. C'est aussi les élèves, c'est les parents, c'est le conseil d'établissement, c'est les membres du personnel, puis tout ça. Donc, c'est vraiment une concertation de tous ces acteurs-là qui doivent agir quand il y a de la violence ou de l'intimidation qui se produit. Donc, ça vise un engagement de tous ces acteurs-là et ça prévoit la mise en place d'actions efficaces en prévention et en intervention. Donc, l'obligation que les écoles aient tout un plan de lutte. Je vais vous expliquer ce que c'est. Donc, les définitions, quand même, je ne vous lirai pas là, à l'heure qu'il est toute la définition de ce que c'est la violence. Je pense que de façon générale, on sait ce que c'est. On l'a un petit peu abordé aussi dans les autres présentations. La violence peut prendre différentes formes, puis tout ça, on en a amplement parlé. Mais je veux quand même attirer votre attention sur l'intimidation. Je ne vous lirai pas non plus la définition, mais surtout parler des 4 critères. Et il y en a 4, il n'y en a pas juste un.
Donc, le premier critère, c'est que c'est un acte, l'acte doit être intentionnel. C'est marqué intentionnel ou non, mais de façon générale, quand on parle d'intimidation, c'est intentionnel. La personne qui fait ces gestes-là, elle sait à peu près ou pas mal sur quel piton peser. Donc, il y a vraiment une intention derrière le comportement. Il doit y avoir une inégalité des pouvoirs. Ça peut se manifester de toutes sortes de manières. Ça peut être plusieurs élèves qui s'en prennent à un. Ça peut être la force de l'âge, par exemple, un élève plus vieux qui va s'en prendre à un élève plus jeune, un élève qui a plus de difficultés à s'affirmer, l'autre est plus fort verbalement, il va s'en prendre à lui de cette façon-là. Donc, ça crée une différence dans les pouvoirs. Il y a une différence aussi dans les émotions ressenties. Il y a un sentiment de détresse chez la victime et c'est répétitif. Donc, c'est quelque chose qui se passe sur une longue période habituellement. C'est récurrent et sur les réseaux sociaux aussi, c'est la même chose. Puis la récurrence arrive un petit peu plus rapidement aussi. Hein? Quand on place une photo sur Instagram puis qu'il y a 33 personnes dans l'espace des 10 prochaines minutes qui mettent un commentaire puis tout ça, bien, la notion de répétition est pas mal plus rapide. Donc, il faut vraiment avoir ces 4 critères-là réunis pour qu'on puisse parler d'intimidation. Je vous ai mis aussi la distinction entre conflit et intimidation. Donc, la dernière colonne, on n'en parlera pas, mais le conflit, c'est vraiment plus une situation qui est normale, qui n'est pas nécessairement négative. C'est des occasions d'apprentissage. Donc, tout le monde en vit, les élèves en vivent. Ça fait partie du développement. Puis, dans les écoles primaires, surtout, secondaires un petit peu moins parce qu'on prend pour acquis qu'ils l'ont appris, il y a des outils qui existent de résolution de conflits, des stratégies pour aider les élèves. On a des petits médiateurs aussi des fois qui vont accompagner les élèves qui vivent des conflits puis tout ça. Donc ça, je gère bien. Quand on est dans l'intimidation, là, on n'utilise plus nos petits médiateurs. On prend vraiment plus des adultes qui doivent intervenir. Les relations aussi, au niveau des conflits, en général, c'est de force égale. Chacun va répliquer, tenir son bout. Les enfants qui sont impliqués se connaissent, sont généralement amis. C'est peut-être pas le cas quand on est dans une situation d'intimidation. Puis les causes et les manifestations, bien, ça survient souvent, le conflit, à la suite d'un désaccord, une différence d'opinion. Ça peut être provoqué par l'un ou l'autre des enfants. C'est pas prévu, c'est pas prémédité. Contrairement à l'intimidation où l'intimidateur, on l'a dit, veut utiliser du pouvoir, il s'en prend souvent, presque toujours au même enfant. L'enfant est plus ou moins capable de répliquer. Il y a des menaces qui sont faites à la victime si elle parle. Et le dernier point est important aussi, l'intimidateur a du pouvoir sur les témoins aussi. Donc, il y a plein de gens qui voient ça puis qui n'osent pas nécessairement intervenir parce qu'ils savent, bon, je vais être le prochain sur la liste puis tout ça. Donc, il y a vraiment une game de pouvoir en bon français aussi qui est sur les témoins. Je veux parler du civisme rapidement parce que notre fameuse loi 56 nous demande aussi de faire des actions dans le milieu scolaire sur le civisme. Donc, on doit outiller les élèves sur le civisme. Ça passe beaucoup par le biais des codes de vie. Vous savez, chaque école primaire et secondaire a des codes de vie. Je pense que vous les lisez et vous les signez en début d'année. Mais on doit aussi animer à chaque année une activité sur le civisme. Donc, ça se fait souvent par la direction d'école qui présente le code de vie, puis qui donne un peu différents exemples. En milieu scolaire, le civisme, ça se définit par le respect des valeurs, du code de vie de l'école, des règles spécifiques aux divers environnements du milieu, la classe, le gymnase, la cafétéria. Donc, c'est les exemples qui sont là. Utiliser un ton de voix approprié, avoir des propos appropriés dans un espace public, mais ça peut être dans un espace virtuel aussi, remercier, être ponctuel, s'excuser. Donc, le scolaire, on a un petit bout à jouer là-dedans, mais on s'entend qu'il y a beaucoup de choses aussi qui sont transmises par le biais de la maison là, quand il est question de civisme. Donc, c'est vraiment un travail ensemble qu'on doit faire. Et là, je ne vais pas vous lire tout ça parce qu'on va être encore ici demain matin, mais j'ai quand même mis différentes diapos qui parlent des différents rôles et responsabilités de la direction, entre autres. Donc, elle voit la mise en œuvre de différentes actions, du plan de lutte. Elle traite avec diligence les signalements des plaintes qui viennent des parents ou des élèves. Elle appuie les regroupements d'élèves. Elle pourrait suspendre un élève, par exemple, qui fait de l'intimidation. Donc, en lien avec cette loi-là, ça ressemble pas mal à ce que la direction d'école doit faire. L'élève aussi a des responsabilités puis a des rôles. Il doit adopter un comportement, on l'a dit, qui est empreint de civisme. Il doit contribuer à l'établissement d'un milieu d'apprentissage qui est sain, qui est sécuritaire. Il doit s'adresser dans le respect à ses pairs, aux gens aussi qui sont dans l'école. Le parent aussi a des devoirs ou a des responsabilités. Il doit participer, dans le fond, à la lutte contre l'intimidation et la violence, puis à l'établissement d'un milieu d'apprentissage qui est sain. Mais le parent aussi doit prendre des engagements en vue d'empêcher la répétition de tout acte d'intimidation ou de violence si votre enfant, dans le fond, est l'élève qui est responsable ou qui est auteur de l'intimidation. Donc, les parents, vous avez aussi, dans notre fameuse loi 56, un rôle à jouer. La commission scolaire, bien, nous aussi, on a plein de choses à faire. Donc, ça, c'est un peu mon rôle, veiller à ce que
Chaque école offre un milieu d'apprentissage sain et sécuritaire. En fait, ça, c'est pas tout à fait mon rôle, c'est plus le deuxième. Soutient les directeurs et les écoles au regard de la lutte contre l'intimidation. La commission scolaire aussi a à conclure une entente avec les services de police sur le territoire pour s'assurer qu'on fait de la prévention adéquatement, mais qu'on intervient aussi correctement quand il est question d'urgence ou d'enquête. On a aussi l'obligation de former les transporteurs. Donc, on va refaire ça prochainement au mois d'août, mais on a fait des formations aussi aux conducteurs d'autobus parce que, faut pas se le cacher, hein, l'intimidation, peut-être un petit peu moins la cyber-intimidation, mais dans le transport scolaire, ça se passe assez régulièrement, dans la cour d'école aussi. Donc, on voulait former quand même nos conducteurs d'autobus. On sait que leur mission première, c'est de conduire vos enfants en toute sécurité à l'école, mais il y a quand même des choses qui se passent là, dans les 48 bancs en arrière de lui, donc d'être vigilant, puis tout ça. Donc, on a travaillé avec les transporteurs aussi à ce niveau-là. Le fameux plan de lutte, il ne ressemble pas tout à fait à ça, mais ça, c'est les fameux 9 points que chaque école doit avoir. On n'a pas un plan de lutte pour toute la commission scolaire, on a un plan de lutte par école, mais avec toute la même structure. Premier point, l'analyse de la situation. Donc, l'école doit absolument faire une analyse de sa situation pour savoir qu'est-ce que je vais mettre dans mon plan de lutte, sur quoi je vais travailler en prévention. Ça se peut qu'à l'école Jean-Baptiste Meilleur, où, comme Dominique disait, il y a 1700 élèves, ce ne soit pas tout à fait les mêmes choses à travailler à l'école, je ne sais pas moi, Émile Leligan, où il y a un petit peu moins d'élèves. Les besoins ne sont pas les mêmes, puis tout ça, donc on veut faire une bonne analyse de la situation, savoir c'est quoi nos cibles. Les parents, vous avez peut-être rempli des questionnaires, des fois, qui vous ont été envoyés par courriel, puis tout ça. Donc ça fait partie des façons de faire pour faire notre analyse de la situation. Par la suite, on met des mesures de prévention en place, des mesures efficaces qui vont pas créer d'effets pervers, qui vont travailler les bonnes cibles, des mesures aussi qui vont faire en sorte qu'on développe un climat scolaire qui est sain, qui est bienveillant aussi dans le milieu. Donc, on travaille vraiment beaucoup en prévention. Collaboration avec les parents. On doit mettre en place des mesures qui visent la collaboration avec les parents dans la lutte à l'intimidation et à la violence. Ça passe beaucoup par l'information. Je pense que dans les petits infos parents, vous recevez des fois peut-être des capsules d'information sur le sujet. Il y a peut-être des soirées de parents qui sont organisées des fois comme ça, ou des soirées aussi parents-enfants où on aborde certains sujets, puis tout ça. Fait que la prévention, pour les parents, ça passe plus par ces moyens-là. On doit avoir aussi dans l'école des modalités pour signaler. Donc, il faut que les écoles soient organisées pour qu'on puisse dénoncer les situations de violence. Comment on fait? Au primaire, ça passe beaucoup par des boîtes où les élèves peuvent aller porter des petits mémos. À la TES, ça pourrait, au secondaire, on a vu aussi des écoles qui ont instauré des systèmes de dénonciation par texto. Ça pourrait être aussi des boîtes téléphoniques. Mais ce que je constate depuis la dernière année, c'est que ces moyens-là fonctionnent, mais ce qui marche le plus, c'est le dépistage qui est fait par les adultes. Donc, le prof, vigilant dans sa classe, qui va s'apercevoir que, oups, j'en ai un là, qui commence peut-être à s'isoler un peu, ou j'ai vu qu'il y a un petit groupe de filles qui a une drôle de dynamique envers cet élève-là, ou oups, j'ai entendu que sur les réseaux sociaux, il s'est passé quelque chose hier soir, puis tout ça. Puis il y a une chose que j'ai pas dit, c'est vrai, qui est importante. On parle de réseaux sociaux, puis des fois on se dit, pourquoi la commission scolaire interviendrait? La loi 56 est vraiment venue élargir la responsabilité des écoles, notamment en lien avec les situations qui se passent sur les réseaux sociaux. Donc, s'il y a une situation qui se passe le soir ou la fin de semaine, sur Facebook, sur Instagram, puis tout ça, puis que ça a un impact sur le climat de l'école doit intervenir. Là, on ne peut pas laisser ça aller comme ça, mais évidemment, toujours en concertation avec les parents. Fait qu'il faut vraiment qu'on mette les parents dans le coup tout le temps. Donc, modalité pour signaler. La 5e bulle, c'est vraiment les actions à prendre. Donc, notre protocole d'intervention. Qu'est-ce qu'on fait quand il y a une situation qui se passe? Je vais vous en parler un petit peu tout à l'heure. Toute la notion de confidentialité aussi. On veut s'assurer que la dénonciation est faite de façon confidentielle, que quand on traite la situation, c'est confidentiel. Je sais aussi qu'il y a des parents, des fois, qui aimeraient ça savoir au niveau des conséquences, qu'est-ce que l'autre enfant a eu, puis moi, je veux savoir, puis... Mais ça aussi, ça rentre dans la confidentialité. On ne peut pas vous dire comment on est intervenu, puis qu'est-ce qui a été fait auprès de l'autre enfant. Donc ça c'est l'aspect aussi confidentialité. Le point 7, c'est mon préféré. C'est les mesures de soutien et d'encadrement. Et c'est des choses qu'on faisait peut-être un petit peu moins avant que la loi arrive. On en faisait déjà, mais là, la loi est vraiment venue structurer nos interventions. Ce que ça veut dire, c'est que oui, on intervient, oui, on donne des conséquences, mais on doit absolument outiller aussi les élèves qui sont pris dans ce genre de situation-là. Donc, l'élève victime ou l'élève auteur, il a besoin qu'on travaille certaines habiletés avec lui, il a besoin qu'on travaille l'affirmation de soi, la manière dont on communique, la manière dont on entre en relation avec les autres, l'influence des pairs, puis tout ça. Donc ça, c'est un aspect aussi qui figure dans le plan de lutte.
Les sanctions disciplinaires, évidemment, on veut donner des sanctions éducatives qui sont justes, qui sont en lien avec la situation. Puis finalement, le suivi, ça c'est vraiment, on boucle la boucle. On a tout fait ce qu'il fallait? Est-ce qu'on a compilé nos situations? Est-ce que notre élève est rassuré? Est-ce qu'il se sent en sécurité? Puis tout ça. Donc ça ressemble à ça, les plans de lutte. J'ai l'impression vraiment de parler vite. L'intervention lors de situations d'intimidation. Donc, je vous ai mis un petit peu la trajectoire qui est proposée dans les écoles quand il y a une situation qui se passe. Il y a un événement qui se produit, il y a un adulte témoin qui voit la situation, ou un enfant, par exemple, qui pourrait venir dénoncer ou dire à l'adulte « Hey, il s'est passé quelque chose ». L'adulte va vérifier. Est-ce qu'on est plus dans une situation de conflit, chicane? Si c'est le cas, on intervient un peu comme je vous ai dit, avec nos outils qu'on connaît, puis tout ça. Si on est plus dans une situation d'intimidation, violence, dans le fond, c'est souvent plus ponctuel. Un coup de poing, une bagarre, puis tout ça. L'investissement de l'intervenant n'est pas tout à fait le même. Quand on est dans une situation d'intimidation où ça s'étire sur une longue période, c'est un petit peu plus complexe. Et c'est là plus que va commencer là, les rectangles verts à droite. Donc, la personne qui va être l'adulte témoin va signaler à la personne responsable de l'intervention. Souvent, c'est la TES, ça peut être la psychoéducatrice, psychoéducateur dans l'école. Évidemment, la direction d'école va être mise dans le coup. Il va y avoir une évaluation approfondie de la situation. On va voir avec l'autre diapo qu'est-ce qu'on se pose comme question. Après ça, bien évidemment, il va y avoir des interventions qui vont être faites auprès des victimes, des auteurs, des témoins. On va être en contact aussi avec les parents. Et il va y avoir un suivi des interventions. On peut utiliser la technique du 2-1-1. Donc, on fait toutes nos interventions, puis après ça, on fait une vérification 2 jours plus tard, voir si les choses sont stables. 1 semaine plus tard, est-ce que c'est encore sous contrôle? 1 mois plus tard. Et on voit s'il y a persistance, récurrence. Si c'est le cas, bien, on se rassoit ensemble, puis on refait un autre plan de match pour s'assurer que la situation se règle. Ce qu'on veut, là, c'est que vos enfants soient dans un environnement qui est sécuritaire. Puis ça, c'est le premier besoin qu'on veut combler chez la victime d'intimidation, qu'elle se sente en sécurité. Et, bien, heureusement, parce qu'il y en a là, des interventions où ça se termine puis que la situation se règle. Des fois, les médias ne nous aident pas trop tôt. On a l'impression que c'est l'enfer dans les écoles puis tout ça. Mais finalement, ce qu'on fait, ce qu'on met en place, règle générale, ça fonctionne. Il y en a des bonnes choses quand même. Les éléments à considérer quand on est face à une situation, bien, la légalité de l'acte. Dominique en a parlé tantôt. Il y a des actes criminels qui sont en lien avec tout ça. La sécurité de l'élève, mais des autres aussi. La nature de l'intervention, de l'intention. Qu'est-ce qu'on doit regarder chez l'élève? Est-ce qu'il fait ça, l'auteur, là? Est-ce qu'il fait ça parce qu'il veut du pouvoir, parce qu'il va aller chercher un gain, parce qu'il fait ça par vengeance, par plaisir? Donc, on va vraiment aller identifier c'est quoi le besoin. Puis on va intervenir en fonction de ce qui va ressortir. Les caractéristiques aussi des élèves qui sont impliqués là-dedans. Leur âge, le degré scolaire, la maturité, leur force, parce qu'il y en a aussi. Quand on pense aux élèves intimidateurs, des fois on se le dit entre intervenants, oui, il fait de l'intimidation, mais il n'y a pas que ça. Là. Il y a des forces aussi, cet élève-là. Fait qu'on va les mettre en valeur, on va travailler avec lui là-dessus. Est-ce que c'est un élève qui a un diagnostic? Est-ce que c'est un élève qui a une médication? Est-ce qu'il y a une histoire familiale particulière? Est-ce que c'est un élève qui a déjà été victime d'intimidation puis reproduit ce genre de geste-là? On n'interviendra peut-être pas de la même manière avec lui. Le rapport de force, la capacité aussi de la personne qui subit l'agression à se défendre. Est-ce qu'elle est en mesure? Oui, c'est pas si pire. Non, elle a vraiment de la difficulté puis ça fait 4 jours qu'on la voit manger dans les toilettes puis passer, je sais pas moi, ses pauses à la bibliothèque, isolée. OK, on va en tenir compte de tout ça. L'attitude adoptée par l'élève auteur après le geste aussi. Est-ce qu'il y a des remords ou il s'en fout? Ou est-ce qu'il justifie? Est-ce qu'il se donne le droit de faire ce genre de choses-là? Ou non, on sent qu'il a compris puis tout ça. Fait que c'est sûr que ça va influencer aussi la suite des choses. Et bien sûr, la collaboration précieuse des parents. Si vous êtes là, je pense que c'est parce que, en général, vous allez collaborer. Mais des fois, c'est plus difficile pour certains parents, pour toutes sortes de raisons. Soutenir l'élève qui est victime. Ça, c'est ce qu'on fait aussi. Donc, on lui communique clairement que dans cette situation-là de cyberintimidation ou d'intimidation, bien, il ne mérite pas de vivre ça. C'est pas un passage obligé. Ce n'est pas parce que tu fréquentes l'école primaire ou secondaire qu'absolument il faut que tu vives de l'intimidation. Là. Fait que tu n'as pas à vivre ça. Que tu n'es pas non plus responsable du geste qui a été posé par l'autre élève. Qu'on va t'aider à éviter que tu sois à nouveau la cible, qu'on va l'aider aussi à développer des attitudes et des comportements si la situation se représente à nouveau. Donc, on va l'outiller, un peu comme mon point 7 de tantôt dans mes plans de lutte, là, que je vous disais qui me tient particulièrement à cœur. On veut aussi que l'adulte adopte une attitude d'accueil et de respect. Quand les élèves viennent dénoncer ou quand on entend parler d'une situation,
Des fois, ils ne choisissent pas toujours les meilleurs moments pour venir nous en parler. Là, il est comme 3h20, les autobus partent dans 3 minutes, il y a 34 élèves à gérer, puis là, l'élève, il vient t'en parler là. Fait que, tu sais, on veut sensibiliser les élèves à dénoncer, puis les adultes à accueillir comme il faut, mais ça n'empêche pas non plus que l'adulte puisse reprendre rendez-vous avec l'élève le lendemain. OK, viens me voir, on va regarder ensemble ce qui se passe, puis tout ça. Fait que ça aussi, c'est important. Réaffirmer le droit à l'élève de se sentir en sécurité, j'en ai parlé, puis rassurer et informer que des actions seront prises en place pour mettre fin à la situation. Ça, c'est tellement important. Quand on le rassure comme ça lui enlève un gros poids. Puis c'est comme si on lui confirme que Tipette, tu avais raison de ne pas te sentir bien, parce que ce que tu vis, c'est de la cyberintimidation, c'est de l'intimidation, puis on va s'en occuper. Fait que ça, c'est important. On veut faire un plan de sécurité aussi. Personnel avec l'élève qui est victime. Donc, on va lui demander de nous dire où, quand se produisent ces événements-là. Des fois, c'est difficile. Ça m'est arrivé dernièrement dans une école primaire où l'élève ne voulait pas nommer les noms des enfants qui lui faisaient subir ces gestes-là. Puis, on peut comprendre, ils ont souvent peur que ça se reproduise, puis tout ça par la suite, mais on n'a pas le choix de le savoir si on veut faire les interventions. Donc, il faut qu'il y ait un lien de confiance entre l'adulte et l'enfant pour qu'il nous nomme les choses, où ça se produit. On questionne aussi les membres du personnel, on peut questionner aussi les témoins. On veut se faire un portrait de la situation. Puis après ça, on va dresser un plan pour que les jeunes soient en sécurité. On va assurer une surveillance active dans le cyberespace. Ça, c'est peut-être plus la job des parents, sur le chemin de l'école, puis aussi. Voir comment les élèves peuvent être jumelés peut-être à des personnes, avoir un parrainage aussi avec des enfants plus vieux, puis prendre des mesures pour contrer l'isolement. On veut soutenir aussi l'élève auteur. Je ne vais pas tout vous lire ça, mais lui aussi, comme je disais tantôt, il a des besoins. Donc, on travaille avec lui différentes habiletés sociales, les habiletés à résoudre les problèmes sociaux, l'autocontrôle, puis tout ça. Donc, il y a des choses qui sont mises en place. Ça peut être la TES, par exemple, de l'école qui va travailler avec cet élève-là, ou le psychoaide de l'école aussi. Finalement, il me reste 3 diapos, puis après ça, on va pouvoir s'en aller. J'ai vraiment eu l'impression de vous lancer plein d'informations en un court laps de temps. Les bons gestes à poser aussi en tant que parent. Je pense qu'il y en a certains qui ont pris la brochure là, à notre super kiosque commission scolaire. Il y a quelques petits éléments dans la brochure là, qui sont là. Donc, pour un parent d'élève victime, c'est important de prendre la situation au sérieux puis de reconnaître les émotions que les émotions de votre enfant sont valables. C'est important aussi de l'encourager à vous parler, un peu comme avec nous dans le milieu scolaire. Donc, de nommer les choses, prendre le temps de l'écouter, rester calme, mais surtout éviter d'agir impulsivement. Puis je peux comprendre, tu sais, quand on est un parent, puis qu'on a un autre enfant qui vient nous dire qu'il est victime d'intimidation, puis que là, hey, attends une minute, ça se passera pas comme ça, puis je vais prendre rendez-vous avec la direction, mais des fois, on prend même pas rendez-vous, puis on débarque, puis tout ça. T'sais. On peut comprendre, mais il faut faire, je pense, un petit pas de recul, puis prendre le temps d'un petit peu respirer, comprendre aussi la situation, bien documenté, dans le fond, avec votre enfant, puis après ça, contacter l'école. Affirmez clairement votre position quant à l'intimidation. Nous, on le fait dans le milieu scolaire. Et il y a des écoles, par exemple, qui signent des déclarations d'engagement, les élèves, vraiment, s'engagent contre l'intimidation, contre la violence verbale. Donc, vous pouvez le faire aussi auprès de votre enfant quand il est victime, de lui dire « OK, c'est pas acceptable ce que tu vis ». C'est nécessaire aussi, ce point-là est important, de l'impliquer dans la recherche de solutions. Des fois, parce qu'on agit un peu impulsivement, OK, on décide tout. OK, attends une minute, là, on va faire ça. Puis même dans le milieu scolaire aussi, on décide tout pour l'élève, sans nécessairement l'avoir questionné. Fait que je pense que c'est important aussi de lui redonner un peu de pouvoir sur la situation, de prendre le temps de s'asseoir avec lui et de dire, OK, toi, tu verrais ça comment? Comment on pourrait régler la situation? Ça m'arrive de temps en temps de le faire, puis ils n'en trouvent pas de solution. Fait qu'ils ont besoin d'un peu d'aide, mais des fois, il y en a des solutions. Elles ne sont pas toujours bonnes, mais des fois, il y en a des bonnes. Fait que si on peut mettre en place des solutions qui sont adaptées à leurs besoins parce qu'ils nous l'ont nommé, il faut le faire. Éviter aussi de suggérer à l'enfant de répondre par la violence. Ça risque d'envenimer les choses. Je pense que Dominique va être d'accord avec moi. On ne se fait pas justice soi-même. Des fois, on peut avoir cette intention-là, comme papa, mais non, comme parent, de suggérer, frappe-le la prochaine fois qu'elle va t'écœurer, un bon coup de poing d'en face, puis tout ça. On s'entend que, je sais que ça peut marcher des fois, je sais qu'il y a des gens qui ont peut-être des histoires dans le passé où ça a été fait, puis que ça a fonctionné, mais on s'expose à d'autres conséquences si on fait ce genre de choses-là. Ça ressemble à ça. Aidez-le à rebâtir aussi sa confiance, tranquillement, son estime. Pour le parent d'enfant auteur, puis là, c'est vrai que c'est ma avant-dernière diapo,
Si l'école vous informe que votre enfant fait de l'intimidation ou de la cyberintimidation, c'est vraiment